Et on est en direct. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'essaie de me recentrer un peu. Chaque fois, je suis en train de me dire est-ce que je suis trop à droite, est-ce que je suis trop à gauche. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi, ça va. Je suis complètement à la ramasse. Plein de taf, mais ça va bien se passer. Tout se passe toujours très bien sur la chaîne. Il n'y a pas de raison que ça change. Bienvenue au mois de mai. Bienvenue au mois de mai, mois de l'Europe, le 9 mai, la semaine prochaine, mardi prochain, journée de l'Europe. J'ai décrété que c'était le mois de l'Europe. C'est comme ça, deal with it. On va du coup parler d'un sujet un peu particulier lié à ça, qui s'appelle l'activisme européen. Alors, juste, je suis en train de me battre avec mon interface pour faire apparaître le chat. Chat, vous êtes censuré, c'est scandaleux, mais c'est pas grave, je vous ai sur l'autre écran, donc attendez, je vais vous sortir de l'autre écran, parce que c'est un peu un scandale que je ne vois pas. Détacher le chat. Hop là, c'est bon, chat, je vais vous voir. On va être bien entre nous. Donc oui, bienvenue. On va parler activisme européen ce soir, puisque, et vous l'entendez, on est en français, parce que notre invité est français. Notre invité de ce soir, c'est Antoine Chabal. C'est le président, depuis 2021, des Jeunes Européens France. Donc les Jeunes Européens France, c'est une association qui est la division française d'une association européenne qui, surprise, s'appelle les Jeunes Européens. C'est une association qui prône une Europe démocratique et fédérale, qui donc fait beaucoup d'informations et d'activisme divers et variés sur l'Union européenne pour promouvoir l'idée européenne. Donc à l'occasion de ce mois de l'Europe, de l'approche de la journée de l'Europe, je me disais que c'était important d'inviter des gens qui sont sur le terrain, parce que bon voilà, je suis à Bruxelles, je suis un peu dans la méta, en train de parler en permanence de tous les enjeux politiques, de droit européen, etc. Mais ça c'est bien aussi de temps en temps d'avoir les gens qui sont un peu les bottes dans les tranchées et qui sont là en train de parler aux gens, aux vrais gens de ce que c'est que l'Europe et essayer de les convaincre de s'intéresser au sujet. Antoine, je vous le préviens, on va se tutoyer, on est entre jeunes ce soir, donc autant en profiter. Donc Antoine sera avec nous pendant à peu près 1 heure, après quoi il ira profiter du reste de sa soirée. Et vous, comme d'habitude, vous resterez bloqué avec moi pendant une quarantaine de minutes, on va dire, pour débriefer, discuter vos impressions, répondre à des questions complémentaires et papoter comme d'habitude. J'ai préparé mes questions, vous pouvez bien entendu suggérer vos propres questions via le chat, c'est là pour ça. Je garderai un œil sur tout ça et je reprendrai vos suggestions si jamais vos questions sont pertinentes, qu'on a le temps, enfin bref, vous savez comment ça fonctionne et je vous encourage bien entendu à réagir et à suggérer vos questions dans la joie et la bonne humeur. Évidemment, alors on est sur une association qui est basée en France, mais c'est quand même une chaîne sur les questions européennes, donc on va parler uniquement de politique européenne et d'Europe, donc pas de politique nationale, sauf si c'est très lié aux questions européennes. On va dire ça comme ça. Donc gardez ça en tête au moment de réagir et de proposer vos questions. Sur ce, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ma petite introduction, et je vous propose qu'on se lance dans l'interview. Bonsoir Antoine, Antoine Chabal, donc bienvenue parmi nous. J'espère que j'espère que tu vas bien. Merci encore d'avoir accepté de venir ce soir pour répondre à nos questions. Donc pour commencer, tu m'as entendu faire la petite introduction brièvement sur toi. Alors, j'avoue que j'ai pas trop parlé de toi, j'ai juste dit que tu étais président des Jeunes Européens. Est-ce que tu peux déjà dire 2-3 mots sur toi, qui tu es, toi Antoine Chabal, et est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur les Jeunes Européens France avant qu'on se lance dans l'interview en tant que telle? Avec plaisir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. Quelques mots sur moi. Donc ouais, je m'appelle Antoine Chabal, j'ai 24 ans, je viens de la Drôme, je suis né, j'ai grandi à Valence, dans le sud-est. Enfin, moi j'appelle ça le sud-est, je sais pas si c'est bien dans le sud, mais de la France. J'ai adhéré pour la première fois aux Jeunes Européens il y a 8 ans maintenant. Comme tu le disais, je suis président de l'association depuis 2021. J'ai fait des études de droit, j'ai étudié le droit européen. Et, euh, et les Jeunes Européens, c'est une association de jeunes de moins de 35 ans qui est la branche jeune du mouvement européen en France et la section nationale des Jeunes Européens fédéralistes au niveau européen, comme tu le disais. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter un petit peu plus de comment tout ça fonctionne. Et effectivement, notre engagement pour la démocratie européenne, c'est voilà, faire beaucoup de pédagogie sur les questions européennes, de l'information, faire vivre le débat et on porte aussi un plaidoyer fédéraliste, comme tu le disais aussi. Et voilà. Alors, du coup, évidemment, on va parler beaucoup d'Europe, ça va être un mot-clé ce soir. Spoiler, les gars. Pourquoi l'Europe? Enfin, pourquoi t'es tombé dans l'Europe quand t'étais petit? Ça a été quoi pour l'étincelle qui s'est dit, ah merde, l'Europe, c'est ma passion, j'ai envie de parler de ça? C'était un peu, je pense qu'au début, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était pas forcément une évidence. J'avais 16 ans, j'étais un petit peu plus jeune, j'avais vaguement entendu parler d'Europe à l'école, très très peu.
Et puis surtout parce que j'étais en bac ES, que j'avais pris une option en plus Sciences Po où on parlait d'institutions, et sinon je pense que j'en aurais encore moins entendu parler. Et ça m'a rendu curieux, donc j'ai un peu tapé sur Internet au hasard, Europe, jeunes, Europe, machin, et je suis tombé sur les jeunes européens en France. Et un peu de fil en aiguille, j'ai participé à mon premier événement, j'ai rencontré les premiers militants fédéralistes, et en fait, ça a un peu été le coup de cœur associatif où j'ai rencontré des gens top, où on discutait de tous ces sujets-là, et où j'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup et très vite aussi. Et en fait, voilà, une fois que j'étais dedans, ça fait 8 ans, et j'ai toujours pas quitté le réseau des jeunes européens. Donc c'était un petit peu par hasard au début, et ensuite, ouais, je pense un vrai coup de cœur associatif, et puis surtout une conviction que c'était important, qu'il y avait plein de Mhm. choses à faire, et j'avais le sentiment que c'était important d'en parler avec d'autres jeunes comme moi aussi, et un petit peu voilà, d'apprendre ensemble, et puis si en plus on peut faire avancer le projet européen, c'est encore mieux. Alors, du coup, maintenant, tu es président des jeunes européens. Alors, les jeunes européens France, c'est combien de personnes? Enfin, vous avez combien d'adhérents? Combien de divisions? C'est quoi vos activités? Enfin, c'est quoi un Ouais. peu le b.a.-ba des jeunes européens? On est un peu plus de 1200 en France, répartis dans à peu près 30 antennes et sections locales, un peu partout sur le territoire. Alors en général, essentiellement autour des centres universitaires, puisqu'on a beaucoup d'étudiants, mais pas seulement. Aussi des pros, puisqu'on a des membres jusqu'à 35 ans. Nos activités principales, c'est comme je disais, vraiment la pédagogie. On va auprès des jeunes partout où ils se trouvent. J'insiste, pas seulement dans les écoles, parce que on met vraiment en place des méthodes d'éducation populaire, comme on aime bien le dire en France. Donc vraiment, voilà, des jeunes qui vont parler à des jeunes, on apprend ensemble et on se parle de ces sujets-là. Ça, c'est une grosse partie de notre activité. Le programme L'Europe par les jeunes, on l'a développé à partir de 1999. Et depuis, il a eu de cesse voilà, de se développer. On a créé plein d'outils que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site du programme. Donc ça, la pédagogie, l'éducation populaire, vraiment une grosse partie de notre activité et de ce que font vraiment nos bénévoles au quotidien, un peu partout en France. Et puis, il y a aussi la question de l'information qui est arrivé un petit peu après la pédagogie, vraiment comme activité très structurante de notre association. C'est après le référendum de 2005, en fait, que des bénévoles des Jeunes Européens en France ont développé notre média qui s'appelle Le Taurillon en français. Il y a aussi d'autres éditions linguistiques en Europe qui existent, qui ont d'autres noms, mais qui sont en fait le même média, et qui sont portés par d'autres sections nationales des Jeunes Européens fédéralistes. Et c'est vraiment un média essentiellement en ligne où des bénévoles publie tous les jours, parfois même plusieurs articles sur l'actualité européenne, alors sur des sujets politiques, mais pas seulement, ça peut être du sport, de la culture et plein d'autres choses. Mais vraiment, c'est un des rares médias qui parle uniquement d'Europe, et surtout le seul qui est nourri par des contributeurs bénévoles au quotidien. Et on en est très fiers, c'est plus de 200, même 250 000 maintenant clics tous les mois sur le site, donc c'est plutôt cool. Et on a aussi occasionnellement des éditions papier que nos sections locales font, et donc qui permettent aussi d'avoir voilà, un format un peu Ouais, papier. je crois que j'avais fait un papier, je crois, une fois peut-être pas les jeunes européens, j'ai fait un papier une fois pour le mouvement fédéralisme, mais peut-être la section Alsace, enfin c'était l'année dernière au Peut-être, moment des ouais. législatives, il y avait toutes les discussions sur la désobéissance européenne, il m'a demandé de faire un papier, faudrait que je retrouve le truc, j'avais un peu oublié ça. Euh, donc toi en tant que président, alors déjà c'est un job à plein temps, tu as 24 ans, t'es quoi, t'es étudiante, c'est ton job à plein temps, comment ça se passe? En ce moment, je le fais à plein temps, mais c'est pas mon job. C'est plus parce que c'est un choix, qu'il y a plein de trucs à faire, et que je m'éclate en faisant ça. Mais non, j'ai fini mes études de droit il y a pas très longtemps. J'ai fait ensuite un stage au Parlement européen. Et après ça, enfin, voilà, il y a tellement de choses à faire, et c'est tellement passionnant que j'ai décidé mais aussi parce que je le pouvais, j'avoue, j'ai aussi cette chance de m'y consacrer quelques mois jusqu'à la fin de mon mandat qui arrive dans quelques mois. Et ensuite, trouver un vrai travail, même si, parfois être bénévole, ça s'apparente à un vrai job, même si on n'est pas payé, malheureusement. Mais, Ah mais ça, ouais. ça c'est pas à moi qu'il faut le dire. Et du coup, là, dans les jeunes européens, alors, c'est une association, mais vous êtes politiquement affilié ou c'est assez neutre? Vous vous retrouvez politiquement, on retrouve quoi chez vous? Ouais, ça c'est un point important, et c'est pour ça aussi que souvent quand on se présente, on commence par dire qu'on est transpartisan. Alors après, selon les associations, il y a un peu des termes différents qui sont utilisés, apartisan, transpartisan. Bon, nous on utilise transpartisan. C'est-à-dire qu'on n'est pas affilié à un parti, ça c'est sûr, c'est important pour nous. On ne fait pas la promotion d'un parti en particulier, on n'appelle pas à voter pour des candidats d'un parti en particulier. On n'est pas non plus un parti, puisque on ne propose pas de candidat, ni de liste, ni quoi que ce soit. On a quand même évidemment
des idées politiques qu'on développe en interne dans notre commission politique avec un fonctionnement démocratique. Et donc, on porte un certain nombre d'idées, un plaidoyer. Voilà, on milite pour une Europe fédérale à terme. Donc, évidemment, c'est pas tout à fait. C'est pas Euh, neutre. voilà, c'est pas On neutre, sait dans ça quelle c'est clair. direction on va plutôt retrouver des gens, quoi. Voilà. Ouais, donc non, c'est clair que c'est pas apolitique, ça c'est clair. On a un certain nombre d'activités qui le sont, évidemment, que quand on sensibilise les jeunes à la citoyenneté européenne dans les écoles, il n'est pas question de parler de politique. Ça c'est certain, mais dans nos activités de plaidoyer, voilà, c'est clairement pas apolitique, mais c'est clairement transpartisan. Donc on essaye toujours de parler à, j'allais dire tous les partis, mais quand même pas tous. Donc on se limite quand même pas à ce qui vraiment va à l'encontre de nos valeurs. Mais quand on organise des événements, on invite tout le monde. Quand on discute et qu'on fait du plaidoyer, on parle à tout le monde. Ça, c'est important pour nous. Et essayer de porter l'idée que le fédéralisme, en tout cas l'idée du projet européen, ça doit être quand même quelque chose de transversal entre les partis. Et du coup, enfin, tu dis voilà, on parle à tous les partis, sauf certains qui sont pas en accord avec valeurs. Bon, j'imagine qu'on parle évidemment de l'extrême droite, mais il y a que l'extrême droite qui est blacklistée, ou par exemple, bon, on va être cash. Hein, je veux dire, il y a certains partis en France, y compris à gauche, qui ont une histoire un peu plus compliquée vis-à-vis de l'Europe. On pense à la France insoumise et même plus à gauche. Est-ce que c'est des gens avec qui vous parlez toujours, avec qui vous invitez à vos événements, ou vous dites voilà, c'est pas des gens qui sont ouverts au fédéralisme, donc ça va. Nous, on va de Renaissance au vert et c'est tout. Après, je pense que ça peut être propre au contexte, au sujet et peut-être aux bénévoles aussi, en fonction un petit peu de comment ils le sentent quand on organise des débats, par exemple. Mais dans la mesure du possible, on essaye toujours de parler à tout le monde et d'inviter tout le monde. Parfois l'extrême droite aussi. D'accord. Mais vraiment, quand ça va trop à l'encontre de nos valeurs, c'est là qu'on pose les limites. C'est-à-dire que si véritablement, voilà, on s'entend pas du tout sur les questions de démocratie, d'état de droits fondamentaux, évidemment que pour nous, c'est pas possible. Mais encore une fois, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que faire vivre le débat européen, ça veut aussi vouloir dire discuter avec tout le monde. Après, associer dans des événements ou des mobilisations tous les partis, quand il s'agit d'extrême droite, antidémocratique, anti-état de droit, évidemment que la limite, on la pose là beaucoup plus facilement. Donc ça dépend un petit peu du contexte et des activités aussi, mais voilà, la limite, elle se place vraiment là où pour nous, par rapport aux valeurs qu'on porte, c'est plus possible. D'accord. Alors, tu l'as dit, les jeunes européens, c'est la branche jeune, c'est la version jeune du mouvement européen. Donc, une autre association qui est très active en France et en Europe sur les questions européennes. Comment ça se passe la relation vous êtes chacun indépendant ou en gros le mouvement européen dit bah tiens, on fait ça, les jeunes allez là-dessus. Donc, comment ça se passe la relation entre les deux organisations? Non, c'est vraiment deux associations indépendantes. Alors historiquement, la façon dont ça s'est fait, bon, sans trop aller dans le détail, mais même si c'est intéressant et que je pourrais en parler pendant des heures, mais il existait déjà un petit peu quand même des groupes de jeunes fédéralistes en France dans l'après-guerre, au même moment où les jeunes Européens fédéralistes dont on fait partie se sont développés. Mais ça a été un petit peu timide en France quand même, et c'est vraiment au début des années 90 que plusieurs associations de jeunes en France qui militaient pour les questions européennes se sont rassemblés et se sont constitués en branche jeune du mouvement européen France. Et donc on a, c'est vraiment des associations à part entière, on a chacun un maillage territorial particulier, souvent en commun, parfois sur des territoires différents. On travaille évidemment ensemble, c'est-à-dire que quand on est membre des Jeunes Européens, on est aussi membre du mouvement européen, donc forcément on vit dans la même association. On a beaucoup de projets en commun. Mais on a aussi enfin, voilà, des publics qu'on approche différents, des projets différents. Évidemment qu'on se concentre beaucoup sur les jeunes et la sensibilisation des jeunes, ce que fait aussi le mouvement européen, mais il fait aussi d'autres choses que nous, on fait peut-être moins. Donc voilà, on se complète très très bien avec des publics cibles différents. On travaille au quotidien ensemble et moi, par exemple, pour donner un exemple très concret, en tant que président des Jeunes Européens, je fais aussi partie du bureau national du mouvement européen en France. Donc en fait, voilà, c'est deux associations différentes, mais qui en fait travaillent ensemble au Ouais, quotidien. c'est une relation un peu symbiotique, quoi. C'est C'est chacun est ça. dans son truc Voilà, mais pour autant vous exact. avez la même histoire. Euh, pour parler un peu du fond, donc tu l'as dit déjà, hein, les jeunes Européens, vous êtes des fédéralistes, hein, vous voulez à terme avoir une Europe fédérale. Alors pourquoi une Europe fédérale? Pourquoi le fédéralisme? Ouais, bonne question, vaste sujet. Mais c'est la bonne question. C'est vraiment, enfin, ce qui est au cœur de nos mouvements fédéralistes. Je dis nos mouvements avec le mouvement européen.
l'Union des fédéralistes européens aussi, avec qui on travaille bien, et les jeunes européens fédéralistes au niveau européen, c'est vraiment les idées fédéralistes de l'après-guerre qui se sont répandues dans les mouvements résistants et où l'idée principale était de réconcilier les peuples européens et de s'assurer que plus jamais, 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 on ne connaîtrait la guerre entre nous. Donc c'est vraiment la paix, d'abord la paix. Et évidemment, ça résonne d'autant plus aujourd'hui avec l'agression russe en Ukraine, la guerre menée par la Russie en Ukraine. Mais c'est vraiment la question de la paix d'abord, et aussi évidemment la question de la démocratie, du respect de l'état de droit, et de faire en sorte que tous nos peuples puissent vivre ensemble en paix, en partageant peut-être aussi des compétences, en partageant des choses qui ont du sens. Et donc après, quand on va dans un petit peu le plus technique, évidemment, la question du partage des compétences tout de suite qui se pose, mais vraiment ce qui est au cœur, c'est ça, c'est la paix sur le continent, et, euh, et c'est ce qui est au cœur de nos Et, mouvements. Ouais. et du coup, le fédéralisme en France, c'est pas un sujet qui a vraiment la cote, hein. Les Français sont pas fédéralistes. Moi, je le sais, à chaque fois que j'ai une interview avec les députés, la tradition, ce qui est devenu la question traditionnelle de fin, c'est le fédéralisme, vous êtes pour, vous êtes contre. Et dans la grande majorité des cas, les Français sont pas très chauds. Ils disent oui, mais non, mais c'est pas le vrai sujet, etc. Donc, il y a pas un grand amour du fédéralisme chez les Français. Comment t'expliques ça? Eh ben, Si t'as une en fait, explication. ouais, bah, je sais pas si j'ai l'explication, mais en tout cas, la façon dont je le vois, c'est que vraiment, enfin, comme tu le dis très bien, c'est un gros mot de dire qu'on est fédéraliste en France. En même temps, plus on dit que c'est un gros mot et plus on est un, donc c'est compliqué. Nous, on a en tout cas aucun tabou à en parler, et au contraire, je pense qu'en parler, c'est aussi montrer que c'est pas un gros mot. Et effectivement, quand on parle de fédéralisme en Allemagne, par exemple, ça choque absolument personne, et alors qu'en France, évidemment, tout le monde se met droit Ça dans sa crispe un peu chaise, tout le monde. Ouais, ça crispe un peu de tout le dire monde. voilà. Alors qu'en fait, je pense que la plupart de ceux qui disent qu'ils le sont pas le sont sûrement. Peut-être qu'ils le savent pas, ou peut-être qu'ils le savent mais osent pas le dire. Et puis surtout, et puis je pense que c'est ce qui est intéressant dans nos mouvements fédéralistes, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas une pensée fédéraliste. Évidemment qu'on partage des valeurs quand on dit qu'on est fédéraliste, mais je veux dire, il y a aussi plusieurs pensées fédéralistes et plusieurs façons de concevoir l'Europe fédérale. Donc c'est pas un gros mot et une étiquette qu'on se colle et qui forcément fera peur à tout le monde. Non, je pense que c'est forcément compliqué de parler de fédéralisme en France parce qu'on a un système institutionnel, politique, une histoire qui fait que c'est très centralisé, le fédéralisme n'est pas populaire, on comprend pas ce que c'est. Et puis, encore une fois, je disais, en Allemagne, quand on parle de fédéralisme, ça choque personne. Il existe plein de modèles de fédéralisme à travers le monde, qui doivent nous inspirer ou pas, mais en tout cas, ça n'a rien d'une aberration particulière. Et donc, oui, enfin, je pense que ça fait partie de l'explication. Mais souvent, ce qui est étonnant, et même quand on parle peut-être, je sais pas, sur le comptoir dans un bar, on parle de fédéralisme parfois, quand ça nous arrive souvent quand on se balade avec nos t-shirts de l'assaut. Et forcément, il y a toujours une ou deux personnes qui disent c'est quoi ces européistes là, on va un peu les On embêter. va, ouais, ça Ouais. je vais parler un peu de la perception. Et dans le chat, du coup, j'ai deux visions différentes, hein. Il y a complémentaires. C'est voilà, la question du jacobinisme en France, la centralisation, Ouais, et c'est ça. une autre question. Bah tiens, on parle d'Europe fédérale, mais pourquoi pas un État central européen? Genre complètement l'approche inverse. On fait le modèle français, mais à l'échelle d'un continent. Mais je pense que enfin, on en rigole, mais je pense que c'est l'idée que certains portent sûrement, et c'est parfois un petit peu ce qui nous, fédéralistes, nous embête un peu dans la politique que la France peut mener au niveau européen aussi, parce que c'est parfois un petit peu ce qui est porté, un petit peu beaucoup, même peut-être par la France au niveau européen, un modèle très français de ce que serait une organisation européenne. Alors qu'en fait, c'est évidemment pas ce qui nous intéresse, nous. Et là où je voulais en venir, mais j'ai bien compris qu'on en reparlerait peut-être, c'est que souvent, quand on parle avec les plus eurosceptiques qu'on peut rencontrer, on arrive à leur faire comprendre que ce que eux voudraient et ce qu'ils pensent complètement antinomique avec une idée, l'idée d'une Europe fédérale, et pourtant ce que nous on pense, c'est-à-dire enfin, c'est aussi la protection des particularités locales, des identités locales, des cultures locales. Je pense que c'est ça aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois aussi une Europe fédérale. Mais oui, il faut en parler aussi. Il faut dire ce mot et que peut-être il soit mieux connu et mieux compris. Et du coup, comment tu le vends le fédéralisme? Par exemple, moi, c'est un peu une des private jokes sur la chaîne. Je ne suis pas fédéraliste, hein. Souvent, je me Ouais. décris comme étant un fédéraliste repenti. Euh, comment tu irais convaincre quelqu'un comme moi qui dit voilà, moi je suis pas fédéraliste, ou bon, je vais pas prendre mon cas particulier où j'ai été fédéraliste, je ne le suis plus, mais Mm. comment tu essaies de convaincre quelqu'un, bah voilà, que le fédéralisme c'est un truc qui fait sens?
Ben souvent, on part de. Moi, j'aime bien partir de vraiment de réalité locale, de problématiques locales. C'est-à-dire, je sais pas, toi, là où tu habites, tu me dis, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment tel sujet, tel autre sujet. Et à partir de ça, on peut décliner un petit peu quelle est la logique du traitement de ce sujet entre l'échelle locale, l'échelle régionale, l'échelle nationale, l'échelle européenne. Et parfois, il s'avère que selon les sujets, il n'y a absolument aucun intérêt à les traiter au niveau européen, ou en tout cas à ce que ce soit une compétence européenne. Et parfois, où on se rend compte assez vite que ça a du sens, ou alors que ça a du sens de le traiter au niveau des régions, parfois au niveau transfrontalier. Et en fait, c'est vraiment ce. Il y a un côté assez pragmatique, je trouve, aussi dans le fédéralisme. Après, encore une fois, il existe plusieurs visions du fédéralisme, mais je pense que enfin, c'est une façon très concrète d'en parler et peut-être d'arriver à convaincre et de évidemment pas tout de suite voir ça comme un transfert complet et total de souveraineté, parce que c'est évidemment ce qui fait peur et je pense qu'il vient à l'esprit de beaucoup quand on parle de fédéralisme, parce qu'en fait, quand on est français, encore une fois, c'est ce qu'on disait, on pense nécessairement à Ouais. une espèce de grande centralisation à Bruxelles. Et du coup, quand, enfin, voilà, vous êtes sur le terrain, comme j'ai dit, hein, vous êtes littéralement dans les tranchées pour aller parler aux gens de l'Europe. Euh, Qu'est-ce que vous observez sur le terrain quand vous parlez d'Europe? C'est quoi l'opinion, on va dire, des Français sur l'Europe? C'est positif, c'est négatif, c'est en progrès, c'est en retrait? Comment vous voyez ça? C'est pas une question facile parce que je suis pas sûr qu'on arrive vraiment à prendre complètement la température comme ça. Mais toi, toi par Mais exemple, quand tu y vas, c'est quoi le ressenti que ouais. tu as quand tu vas parler aux gens? Moi, toujours, je suis toujours hyper agréablement surpris de l'intérêt que les gens ont, parce qu'on a tendance à croire et à dire, surtout dans les médias, que en fait tout le monde s'en fout et que ça ne nous intéresse pas et que du coup on n'en parle pas davantage et que voilà. Et je sens quand même que depuis quelques temps ça change. On en parle peut-être davantage. L'actualité aide peut-être aussi. On en parle peut-être un petit peu mieux, mais dans le sens en disant moins de bêtises, pas forcément de façon plus positive qu'avant, même s'il y a encore du boulot. Et en tout cas, encore une fois, je suis toujours agréablement surpris quand on va parler d'Europe aux jeunes, de la curiosité qu'ils ont, qu'ils aient beaucoup de connaissances sur le sujet ou pas, mais en tout cas de la curiosité qu'ils peuvent avoir et surtout, ils se rendent compte que assez facilement, ils peuvent, enfin, ils se rendent compte assez facilement qu'ils connaissent des choses qui peuvent raccrocher à une idée européenne, des choses qu'ils vivent déjà ou des expériences qu'ils ont déjà eues ou qu'ils aimeraient avoir. Donc, je ne sais pas si c'est plus positif qu'avant, si on en parle plus qu'avant, c'est un petit peu mon sentiment, mais en tout cas, je suis toujours assez agréablement surpris, encore une fois, de l'intérêt que les gens ont pour ces questions, alors qu'on essaye souvent de nous faire croire que c'est l'inverse. C'est peut-être mon Ouais. sentiment, ça. Ouais. Et bon, voilà, les jeunes Européens, évidemment, il y a le mot jeune dedans, que vous vous intéressez davantage aux jeunes. Euh, Moi, je suis bien passé pour le savoir aussi, parler d'Europe, c'est pas quelque chose de nécessairement facile. Et du coup, comment tu vas expliquer à des jeunes, leur parler de l'Europe et les intéresser à quelque chose comme l'Europe, alors que voilà, ils ont d'autres préoccupations. Déjà, la politique française, ça peut leur paraître compliqué. Alors, si en plus on commence à avoir Mm. balancé la politique européenne qui fonctionne selon des logiques qui sont complètement étrangères à la politique française, enfin, comment tu les attrapes, entre guillemets, pour essayer de Ouais. les intéresser? Déjà, on commence pas comme ça, parce que forcément, si on commence pas, Ah merde, je m'y si suis on mal pris. commence, Ça fait si on 10 mois que je commence le en prends mal. disant, non, mais plus sérieusement, si on commence en leur disant, vous allez voir, c'est ultra complexe, c'est loin, vous allez rien comprendre, c'est encore pire et tout. Évidemment, c'est pas la bonne chose à faire. Et en plus de ça, je suis pas convaincu que ce soit vraiment vrai. Je suis pas sûr que le fonctionnement des institutions européennes soit bien plus compliqué que le fonctionnement des institutions Non, je françaises. pense c'est une logique différente. Ouais, c'est C'est une ça. logique C'est ça. différente. Non, la façon dont on aborde les questions, c'est en fait le secret, je pense, qui n'est pas un secret, mais en tout cas, ce qu'on essaie de faire autant que possible, c'est vraiment de s'adapter. C'est-à-dire que évidemment, on n'aborde pas le sujet de la même manière quand on parle à je sais pas, des collégiens de 12-13 ans, à des lycéens ou à des étudiants ou même à des adultes, des cinquantenaires ou que sais-je. Hein. Évidemment, on n'aborde pas le sujet de la même manière, selon le contexte aussi, où est-ce qu'on les rencontre. Donc, on essaye vraiment de s'adapter. Et puis, surtout, on commence à parler de ces sujets-là à travers des sujets qui, a priori, ne sont pas européens, ou en tout cas qui les surprennent un petit peu. On a développé, encore une fois, dans le cadre de notre programme L'Europe par les jeunes, plein d'outils où on commence à parler d'Europe et de citoyenneté européenne ou de démocratie à travers des questions de sport, de foot, de cuisine, de culture, de tableaux, de monuments, que sais-je, enfin de plein de choses qui peut-être leur parlent un petit peu plus, les intéressent un petit peu plus, encore une fois, en essayant de s'adapter à eux en partant de ce qu'ils connaissent aussi et de ce qui les intéresse. Et à partir de là, on peut un petit peu voilà, tendre le fil et puis introduire les questions de citoyenneté, de diversité, de mobilité, de démocratie, et puis parfois même, si on arrive jusqu'au bout, d'institutions. Et ça, on arrive à le faire.
Et encore une fois, ils sont souvent bien plus intéressés qu'on le croit et ils connaissent bien plus de choses qu'on le croit aussi souvent. Et donc ça, c'est vraiment des façons, voilà, à partir de ce qui les intéresse, de ce qu'ils connaissent, de leur réalité, de leur quotidien, et à partir de ça, on peut un petit peu élargir le sujet et leur filer quelques clés. Mais vraiment, j'insiste sur leur donner des clés de compréhension aussi sur ces sujets-là, parce que nous, quand on intervient, encore une fois, un principe de l'éducation populaire dont je parlais, on n'est pas forcément des experts, je ne pense pas en être un non plus, de tout le fonctionnement institutionnel. D'ailleurs, c'est souvent pas le cœur de nos discussions, mais voilà, l'idée, c'est aussi d'échanger avec eux et de leur donner les clés pour peut-être aller s'intéresser, en rediscuter après, aller cliquer sur un site pour avoir plus d'infos. Et ça, si déjà on a réussi à faire ça, pour nous, c'est bien. Et franchement, c'est pas si compliqué que ça, on arrive assez bien à les intéresser. Après, là où c'est un peu plus dur, c'est que évidemment, nous, on ne tire pas la plus grande des satisfactions à aller parler de Parlement européen à des étudiants en droit européen, par exemple. Oui. C'est toujours intéressant, mais c'est pas notre objectif Ouais, principal. c'est pas faire de l'entre-soi qui est intéressant. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment pas ce qu'on essaye de faire. Et du coup, oui, là où la difficulté de notre quotidien et de ce qu'on fait, mais qui est notre objectif le plus important, c'est de parler à ceux qui sont le plus éloignés de tout ça. Donc, on a développé un certain nombre de programmes et pas mal d'outils pour le faire, hein, mais évidemment, c'est plus complexe, c'est plus complexe. On arrive quand même à le faire, mais ça demande de l'énergie. Et l'exemple le plus parlant pour ça, c'est quand on parle, par exemple, quand on fait ce genre d'intervention dans les territoires d'outre-mer, par exemple. On oublie souvent Ouais. que les Martiniquais sont autant citoyens européens que nous, par exemple. Et donc, c'est important aussi qu'on aille leur en parler et qu'on les oublie pas. Mais évidemment, là, on n'aborde pas du tout la chose de la même manière. Et déjà que on entend souvent quand on intervient, je sais pas, dans la Drôme, à côté de chez moi, que Bruxelles, c'est loin. Ouais. Alors, forcément, Quand on est martiniquais ou réunionnais, c'est littéralement l'autre bout du monde. Donc oui, mais effectivement. il faut le faire, c'est important. Il faut le faire. Euh, et du coup, alors, je reviens brièvement sur le sujet qu'on a discuté avant, parce qu'il y a une question dans le chat. On a parlé, voilà, le ressenti quand on parle aux jeunes. C'est quoi le ressenti si tu parles plus aux adultes, aux moins jeunes, on va dire? C'est quoi leur ressenti sur l'Europe? La même chose ou il y a une différence un peu sensible? En tout cas, c'est mon sentiment encore une fois. Non, je pense qu'il y a forcément un biais différent qui est. Il y a un truc qui revient tout le temps, c'est évidemment le référendum de 2005, par exemple. Ouais. Enfin, la question démocratique, du fonctionnement démocratique de l'Union et de la façon dont ça a été imposé ou pas, de la façon enfin, selon le point de vue, évidemment, que peut-être les jeunes ont moins, ou les jeunes, et d'ailleurs, au-delà de mon sentiment, on le voit dans beaucoup de sondages, c'est quand on parle d'Europe, à quoi vous pensez? On pense à la paix, on pense à l'environnement, etc. Peut-être qu'on le retrouve un peu moins chez d'autres générations, où c'est peut-être plus voilà, les questions de démocratie, des questions sécuritaires, de migration, et encore que on pense souvent que c'est dans les top priorités et pas forcément, mais je pense qu'il y a peut-être ce côté historique là et de génération et par rapport à l'approche de l'Union européenne qui diverge forcément entre les jeunes qu'on peut rencontrer et d'autres. Alors, on l'a déjà un petit peu évoqué en sous-main, quand souvent les pro-européens, les fédéralistes, ils n'ont pas nécessairement une image très positive. On les dépeint comme étant des eurobéas. C'est un peu l'image maintenant, que le mot-clé qu'on les utilise. En gros, des sortes d'idiots utiles. Donc, est-ce que quand on est pro-européen, fédéraliste, ça veut dire qu'on est un fanboy et qu'on peut pas avoir une vision critique de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui? Non, 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 et ce serait très mal de nous connaître de dire ça d'ailleurs. Et merci de poser la question parce qu'un des trucs que j'adore dire quand je parle de l'asso, c'est que justement, enfin, je pense vraiment qu'on fait partie de ceux qui critiquent le plus le fonctionnement actuel de l'Union européenne. Peut-être après ceux qui voudraient complètement en sortir ou complètement la supprimer. Mais en tout cas, enfin, nos mouvements, depuis le temps qu'ils existent, ont développé des positions quand même très construites sur ce que devrait être, pourrait être l'Union européenne dans 10 ans ou à plus courte ou plus longue échelle, y compris sur voilà, des choses assez radicales, peut-être pour certains. Mais donc non, enfin, ce serait mal nous connaître de penser qu'on est des Européens. Au contraire, on est aussi très critique et j'insiste sur le fait qu'on est, comme certains pouvaient le penser, on n'est pas non plus des porte-parole ou des représentants des institutions européennes. Enfin, c'est pas notre travail et c'est Ouais, c'est pas, pas c'est pour pas... faire le service après-vente, quoi. Vous Non, c'est croyez en ça. l'idée européenne, mais voilà, vous avez pas besoin, vous êtes pas à la soupe, quoi. Voilà, vous avez pas de Non. lien, vous devez Ouais. rien. Et du coup, enfin, tu as dit, voilà, on est les plus critiques de l'Europe après les eurosceptiques. C'est quoi, toi, par exemple, qu'est-ce qui te frustre le plus avec l'Union européenne? C'est quoi le truc qui t'énerve, qui fonctionne pas, que ce soit une politique, un fonctionnement institutionnel? Enfin, c'est quoi que t'aimes pas, toi, en fait, dans le fonctionnement actuel?
Ouais, je sais pas si ça parlera à tout le monde parce que c'est peut-être mon truc un peu de membre des JO depuis 8 ans. Mais non, si on parle d'institutions, typiquement, c'est le fonctionnement du Conseil et le veto que peuvent imposer les États membres et en fait, ouais, le manque de pouvoir aussi pour le Parlement européen. Peut-être qu'on en parlera, mais euh, quand même. Parlons-en maintenant. J'ai pas prévu de questions là-dessus, donc Parlons-en vas-y. maintenant. Allez, vas-y. Vide ton Non, sac. mais c'est vraiment, enfin, en tout cas, c'est ce qui nous tient vraiment à cœur aussi, au cœur de notre engagement, c'est aussi la question du parlementarisme européen, le Parlement européen évidemment, enfin, qui est une très belle institution, dont le rôle est important, mais peut sûrement pas suffisamment, qui manque de pouvoir, qui devrait avoir l'initiative législative par exemple, ce qui permet de rappeler d'ailleurs que l'Union européenne, c'est pas qu'à Bruxelles, mais aussi à Strasbourg et ailleurs. Euh, Mais non, enfin, typiquement, ça, c'est un truc, oui, qui m'agace, moi, voilà, quand je critique le fonctionnement actuel de l'Union européenne, c'est ça, c'est que cette belle institution qu'est le Parlement européen, avec des élus pour qui on a voté directement et qui, en fait, manquent de pouvoir aujourd'hui. Et enfin, pour moi, parler d'une Europe plus démocratique, ça passe déjà par là. Et peut-être, qui sait, supprimer le Conseil et avoir un Sénat européen, ça pourrait être pas mal. Oula, ah ouais, là on va dans le controversé. Ah, là oui, tu vas te faire des amis toi à Bruxelles, toi. Va pas du côté du Justice Lipsius, il va t'arriver des trucs quoi. Mais Non, et non, puis là avec ta référence sur le Parlement à Strasbourg, là je vois que t'as fait quelques heureux dans le chat. Là, je vois les régionalistes alsaciens là, ils sont heureux là. Kylian est content. Alors on parlait des frustrations. Vis-à-vis de l'Europe. Là, t'entends l'Europe, on n'en parle pas souvent dans les médias. T'entends, ça arrive. Alors peut-être pas de la manière qu'on voudrait, mais ça arrive. Aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a eu une proposition de mettre les drapeaux européens sur le fronton des mairies de manière obligatoire, et ça a été rejeté notamment par le vote j'allais dire Front National, j'ai toujours pas le réflexe de l'appeler Rassemblement National, et LFI, donc la France Insoumise, sous couvert que voilà, le drapeau européen ne représente rien, etc. etc. Du coup, pour prendre un peu le contrepoint, bon, je vais pas te demander si pour toi, si t'es d'accord avec le rejet de ça, mais pour prendre un peu le contre-pied de cette idée que le drapeau européen ne représente rien, pour toi, le drapeau européen, ça représente quoi? Est-ce que pour toi, c'est vraiment un truc purement artificiel qui n'a pas d'histoire, qui n'a aucune symbolique, ou toi, qu'est-ce que tu mets derrière ça? Et est-ce que ça a sa non, place sur une mairie? oui, complètement. Mais ça, enfin, pour nous, c'est évident. Enfin, en tout cas, c'est ce pourquoi enfin, ça fait partie de nos propositions aussi. Non, je pense, enfin, je voyais effectivement des élus du Rassemblement national aujourd'hui, après le vote, qui disaient que ce drapeau n'avait aucune histoire, aucun symbole. Et je pense que c'est vraiment, enfin, c'est déjà nier l'actualité quand on voit que des peuples qui se battent pour leur liberté en Ukraine, en Moldavie, brandissent des drapeaux européens enfin voilà, vraiment un symbole d'espoir et d'un idéal pour leur avenir, que ces mêmes pays-là sont candidats pour adhérer à l'Union européenne. Enfin, je pense que parler de l'absence de symbole derrière ce drapeau, déjà pour cette raison, et il y en aurait d'autres, c'est complètement absurde. Et sur l'histoire, c'est pareil. C'était d'abord un drapeau adopté par le Conseil de l'Europe. Donc avec aussi un véritable symbole par les droits fondamentaux et l'union des peuples européens. Et puis ensuite celui de l'Union européenne. Et puis euh, c'est pas le seul symbole aussi. Alors peut-être que ça plairait encore moins et que j'en rajouterai des couches face à des élus du Rassemblement national. Mais on peut évidemment parler de la devise, on peut évidemment parler de l'hymne, de la joie, on peut parler de d'autres symboles aussi qui sont ceux de l'Union européenne et qui sont importants et qui sont pas vides de sens et vides d'histoire encore moins. Donc non, ça c'est assez absurde. Et puis c'est aussi pour ça qu'il nous semble important de le montrer, qu'il soit présent dans les mairies, dans les écoles. Et c'est aussi pour ça, j'en ai pas encore beaucoup parlé, peut-être qu'on en dira un mot, mais qu'on coporte aussi avec deux associations le label Ville européenne pour aussi encourager justement l'engagement des communes et le valoriser pour la démocratie européenne avoir le drapeau européen dans la mairie, c'est un petit peu le. Parlons-en du coup, c'est quoi ce label? Il sert à quoi? Et pourquoi Ouais. vous le portez particulièrement? Alors, on le porte avec le Mouvement européen en France et l'Union des fédéralistes en France. C'était une initiative des jeunes européens juste avant les élections municipales, donc 2019-2020. Donc, c'est un projet assez récent où, comme je le disais, l'objectif, c'est à la fois d'encourager et de valoriser l'engagement des communes, de leurs élus pour la démocratie européenne. Donc, en fait, ce qu'on leur propose, c'est un petit peu une ribambelle d'actions qu'ils peuvent mettre en place. Alors, soit ils les ont déjà mis en place, on les valorise, soit on leur en propose et puis on peut les accompagner pour les mettre en place, pour parler d'Europe, faire de la pédagogie dans les écoles, mieux informer sur les droits des citoyens de leur commune en tant que citoyens européens, par exemple. C'est d'autant plus important à l'approche des élections européennes. Enfin,
tout un tas de choses qu'il est important de faire avec les élus locaux, parce qu'on parlait de fédéralisme, on parle de démocratie européenne, mais pour nous, la démocratie européenne, c'est avant tout la démocratie locale, c'est hyper important, ça commence là. Et donc voilà pourquoi on fait ce travail-là. Aujourd'hui, c'est une soixantaine de communes en France qui sont engagées dans ce label. Et donc les communes travaillent en lien très étroit pardon, avec nos sections locales un peu partout sur le territoire. Alors ça passe de plus petites communes, par exemple Vauche, à côté de Saint-Étienne, Saint-Orens-de-Gameville, à côté de Toulouse, à des villes, aux villes les plus grandes de France, Paris, Lyon, Strasbourg, Nice, par exemple, pour ne citer qu'elles. Lille aussi, enfin voilà, il y en a un bon nombre. Et encore une fois, c'est vraiment ce travail-là avec les élus locaux, mais aussi avec leurs services, pour finalement essayer de les encourager aussi à faire le travail que nous on fait au quotidien, mais en tout cas ensemble. Ça nous semble important et toujours avoir cette approche qui pour nous est la seule, enfin la plus importante en tout cas, au plus près des territoires, au plus près des réalités du quotidien des gens, quoi. Et au-delà des grandes villes, enfin dans les grandes villes, on peut, je pense, relativement facilement parler de la question européenne, mais si on va dans les plus petites villes, est-ce que c'est facile de les connecter à la question européenne, de les convaincre, de dire bah voilà, faites un truc avec les jeunes Européens, ou c'est, ils disent non, c'est un truc un peu trop éloigné de moi. Bah, parfois c'est leur réaction forcément, mais en fait on peut leur proposer plein de choses. D'abord, alors, sauf vraiment celles qui sont plus petites et qui n'ont pas d'école élémentaire, par exemple, mais sinon, celles qui ont des écoles élémentaires, on peut leur proposer d'intervenir dans les écoles pour parler de citoyenneté européenne. Enfin, on peut faire plein de choses. On peut leur proposer d'avoir peut-être une section avec des ouvrages européens dans la bibliothèque municipale. On peut leur proposer d'avoir dans les locaux de la mairie un stand d'information sur les droits en tant que citoyen européen. Enfin, ça peut être tout un tas de choses. Et puis souvent, ce qui les intéresse aussi, ces communes-là, au-delà de plein d'actions qu'on peut mettre en place, c'est de mettre en valeur aussi leur histoire. Elles en ont souvent, si ce n'est toutes, une, en lien avec l'Europe aussi, en lien parfois avec des conflits, avec des questions de culture, en lien avec des artistes, enfin ça peut être plein de choses, et elles ont aussi parfois envie de mettre en avant cet héritage européen-là aussi qui est le leur. Donc non, en fait, on peut faire plein de choses, et puis l'intérêt aussi du label, c'est qu'on met aussi ces communes en réseau. C'est-à-dire même les plus petites communes qui peut-être ont moins de moyens, effectivement, pour mettre des actions en place, avec des plus grandes ou des communes de même taille, et elles peuvent échanger entre elles et aussi voilà, avoir cet espace pour échanger des bonnes pratiques et des projets. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, encore une fois, on s'adapte aussi à ce qu'est leur réalité locale. Pour les villes proches de frontières, par exemple, il y a souvent évidemment l'enjeu du transfrontalier et des projets qui peuvent mener avec des jumelages, par exemple. Et évidemment, il y a encore énormément, si ce n'est toutes nos communes qui sont jumelées avec des villes européennes. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire et qu'on peut leur proposer. Ouais. Et si on repart un peu sur la question de la promotion de l'Europe, et parfois c'est pas toujours facile. euh, Est-ce que c'est pas compliqué de militer sur l'idée européenne, etc., quand bah, on va prendre l'actualité récente, quand bah, on a des scandales type Cartergate qui sort, et du coup bah, joue un peu sur l'idée, ah bah ouais, l'Union européenne c'est un truc de corrompu, etc., etc. Donc comment est-ce que ça vous complique la tâche, et comment est-ce que vous traitez bah, justement ce type d'actualité qui donne pas une bonne image de l'Union européenne pour le coup? Non, c'est sûr, et oui, c'est sûr que ça nous complique la tâche, et enfin, moi, ça me rend fou, évidemment, enfin, c'est complètement scandaleux. Et tu vois, quand il y a quelques minutes, je disais que le Parlement européen était une très belle institution, c'est évidemment un discours un peu difficile à tenir quand on voit ce genre d'actualité. Et enfin, c'est évidemment indéfendable, et on est les premiers à condamner ça. Et voilà, après, c'est aussi, je pense, notre rôle à nous, société civile, et de proposer aussi des choses pour que ça puisse s'améliorer. Mais c'est sûr que voilà, ce genre de comportement et ce genre de scandale, ça complique le travail, d'autant plus à l'approche des élections européennes. Quand on essaye d'expliquer un peu à tout le monde que c'est important, qu'il faut s'intéresser à ces sujets, et qu'en fait, quand on parle d'Europe dans les médias, c'est pour dire que des députés sont corrompus. Bon, heureusement, c'est pas le seul moment où on le fait, mais oui, forcément, ça complique les choses, et enfin, c'est insupportable, quoi. Et un autre élément central dans le message des jeunes Européens, c'est l'idée de l'Europe démocratique. Et la question de la Mm. démocratisation de l'Union Européenne, c'est un serpent de mer, on en parle depuis très longtemps. Et bah, on accuse souvent l'Union Européenne d'être antidémocratique, de ne pas avoir de légitimité démocratique, etc. Donc déjà, bon, on va faire un peu la tarte à la crème. Est-ce que vous êtes d'accord que l'Union Européenne, c'est pas si démocratique que ça? Et deux, bah, comment est-ce qu'on peut renforcer potentiellement cette légitimité démocratique de l'Union Européenne? Ouais, mais en fait, enfin, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans le raisonnement, en tout cas dans la réponse que nous on apporte à ça, c'est de dire déjà que certes, il y a des limites démocratiques, et évidemment on propose aussi des choses pour que ça le soit davantage, mais que dans le constat que peuvent faire certains du déficit démocratique de l'Union européenne, il y a quand même parfois un peu
de contre-vérité. Il faut aussi un peu rétablir les choses. Il y a évidemment qu'on élit directement les députés européens, qu'ils ont un rôle aussi important d'audition et de validation des membres de la Commission européenne. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses à dire pour montrer que c'est peut-être pas si pire que certains peuvent le dire, et en même temps, on peut pas s'en satisfaire complètement. Donc après, il y a aussi l'étape d'après où on propose d'autres choses, et là, on peut parler d'institutions, mais c'est pas forcément le sujet le plus intéressant, et encore une fois, le premier sujet qu'on aborde, la question des institutions, là, on en parle beaucoup, mais euh, peut-être parce qu'on est entre nous aussi et qu'on parle d'institutions, mais une Europe plus démocratique, c'est aussi une Europe où on entend plus parler des sujets européens dans les médias, où on est mieux formé et on entend peut-être plus parler à l'école aussi. On sait mieux comment ça marche, on sait quels sont nos droits, on sait ce que c'est qu'être citoyen européen. Donc c'est beaucoup plus de choses que juste des questions institutionnelles et de fonctionnement institutionnel, même si c'est évidemment une grosse partie du sujet et que on s'en saisit. Mais donc je pense que c'est un peu tout ça qu'il faut aborder. Et c'est pour ça que vraiment le triptyque un petit peu d'activités que je présentais, à la fois la pédagogie, l'information et puis le débat public, les propositions qu'on peut faire, c'est vraiment pour nous un peu un trio indispensable pour peut-être à terme espérer enfin avoir un espèce de véritable espace public européen où en fait les citoyens ont toutes les cartes en main pour véritablement participer au fonctionnement démocratique de l'Union. Parce qu'on aurait beau, enfin ça n'a aucun sens évidemment pour nous de se concentrer uniquement sur des questions institutionnelles, si certes on a un fonctionnement plus démocratique dans les institutions, et qu'en fait personne ne comprend toujours comment ça marche, qu'ils ont le droit de décider eux aussi. Bon, ça n'a pas grand intérêt si c'est comme ça, quoi. Et une des tentatives de l'Union européenne de démocratiser un petit peu son activité, notamment vis-à-vis des jeunes, ça a été cette conférence sur le futur de l'Union européenne, le futur de l'Europe, la COFOE, comme on l'appelait à Bruxelles. Ouais. Un nom ravissant. Comment vous avez approché cette conférence sur le futur de l'Europe chez les jeunes européens? C'est un truc que vous avez regardé ça positivement, que c'était Mm. maladroit? Enfin, c'est quoi un peu votre bilan avant et après, on va dire, cette conférence? Ben, très mitigé comme souvent malheureusement. C'est-à-dire que évidemment qu'on l'a accueilli favorablement. C'était une bonne idée, un beau projet, une belle opportunité de mobiliser et de laisser aussi la place et la parole à des citoyens européens partout sur le continent. Donc non, évidemment qu'on l'accueillait favorablement. Après, on a vite commencé à s'inquiéter de ce que ça allait devenir, évidemment. Et la plupart de nos inquiétudes se sont concrétisées, c'est-à-dire qu'on en a très peu entendu parler, que je suis à peu près persuadé, enfin j'en suis même persuadé complètement aujourd'hui, que si on demande à n'importe qui autour de nous, dans nos familles, nos cercles d'amis ou dans la rue, s'ils savent ce que c'est que la conférence de l'Europe, évidemment que tout le monde dira non, que pas grand monde y a participé, et surtout qu'on en attend encore les, les conséquences concrètes, quoi. Alors, il y a des choses qui ont commencé à bouger, évidemment que les institutions s'en sont saisies, et heureusement qu'on a pu compter sur le Parlement européen aussi dans cette affaire. Mais non, c'est dommage. Je pense quand même que on aurait pu transformer l'essai autrement. Alors, au cours de la conférence Honneur d'Europe, certains ont été tentés un petit peu de lâcher l'affaire en voyant que ça marchait pas très bien. Évidemment que nous, on ne l'a pas fait parce que j'ai envie de dire si on y croyait d'abord, c'était important, et qu'en plus, si on le fait pas, qui d'autre va le faire? Donc non, c'était une très bonne chose, il faut le reconnaître, mais ça a peut-être un petit peu raté sa cible. Après, parmi tous ceux qui ont participé aux différents panels citoyens, avec qui on a pu échanger, le retour était quand même extrêmement positif. Je pense que ça a été une très très belle expérience pour ceux qui y ont participé, y compris pour des jeunes, parce qu'une belle place a quand même été faite aux jeunes dans ces travaux-là, et heureusement. Donc je pense que c'était une très belle expérience pour eux, mais encore une fois, il s'agit aussi de donner suite à tout ça et de ne pas décevoir peut-être le peu de personnes qui y ont participé et qui ont apprécié de le faire. Donc espérons peut-être aussi que voilà, ça donnera des idées pour des méthodes de gouvernance et de fabrication de la législation européenne qui soient un peu différentes et nouvelles. En tout cas, nous, fédéralistes européens et nos mouvements, on appelle aussi à, voilà, des choses encore plus ambitieuses, et peut-être aussi surtout à une réforme des traités. Alors on est d'accord, il y a plein de choses qu'on peut faire sans réformer les traités, mais évidemment que la question se pose aussi. Et, euh, et d'ailleurs, on sera là à Strasbourg la semaine prochaine pour la plénière pour le rappeler
aux parlementaires Ah, européens. peut-être qu'on se croisera alors, hein, suivant le jour. Ah non, vous êtes peut-être le 9, c'est peut-être le 9 que vous allez être. Moi, j'y suis le jour après. Donc, je sais pas si on se croisera. Si on se croise, tant mieux. On s'y en courant. Restons sur le sujet des jeunes. C'est quoi la place que les jeunes devraient avoir dans l'Union européenne, idéalement? Mm. Comment est-ce qu'on les reconnecte avec l'Europe? C'est une question large. Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a d'abord, bon, ce sur quoi je vais peut-être moins m'étendre parce qu'on en a pas mal parlé, mais la question de la pédagogie et de l'information. Enfin, ça, je pense que c'est clairement indispensable. Il faut que voilà, ils en entendent plus parler, qu'ils aient plus d'espace pour en débattre et avoir les clés à l'école, en dehors de l'école, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que ça, c'est indispensable. On en a déjà pas mal parlé, mais il y a aussi la question, mais qui n'est pas seulement vraie pour l'Union européenne, hein, qui est vraie dans notre démocratie au niveau local, régional ou national, de la question de leur mode d'engagement aussi. Euh, les jeunes sont très engagés, ça c'est une évidence, mais ils ont aussi des méthodes d'engagement qui sont différentes de celles que peut-être on pouvait avoir avant. C'est sûr que je vous apprends rien en disant que le vote n'est pas franchement populaire chez les jeunes. Et je pense que ça dit quelque chose aussi de la façon dont ils voient leur implication et de la façon dont ils vivent leur citoyenneté aussi. Donc évidemment, en tout cas, nous, on y croit au vote, hein. Donc on incite évidemment les jeunes à aller voter, ça c'est une chose, mais il y a aussi un enjeu quand même à mieux comprendre la façon dont les jeunes s'engagent et dont les jeunes s'impliquent dans la vie de la démocratie, et peut-être davantage les valoriser aussi. Et ça, je pense que pour la place des jeunes en Europe et dans le processus décisionnel, c'est important. Après, au-delà de la vie démocratique et des questions politiques, évidemment que, enfin voilà, les jeunes. Alors, moi, souvent, j'aime pas quand on dit les jeunes, c'est l'avenir. Bon, les jeunes, c'est bon, certes, c'est l'avenir, mais enfin, c'est aussi le présent jusqu'à preuve du contraire. Et donc, évidemment, là, on va sur les questions de mobilité, sur les questions de diversité. Enfin, ça, c'est évidemment important pour les jeunes. Euh, et, euh, et donc voilà. Mais pour en revenir à ce qu'on disait sur la participation à la vie démocratique. En tout cas, moi, j'essaye d'être optimiste pour la perspective pour les élections européennes, parce que, bon, même si toutes les élections depuis les dernières en 2019 nous ont prouvé le contraire, en 2019, c'était les dernières élections où la participation des jeunes et la participation globale augmentait à des élections. Ouais. Donc, je ne sais pas si on peut être optimiste pour les prochaines, mais en tout cas, on espère, enfin, j'espère que les jeunes prendront la place qui est la leur, et que peut-être plus de jeunes seront élus aussi. C'est important. Après, enfin, si on parle de la question des jeunes élus, ce Parlement européen, c'est quand même un Parlement qui a quand même rajeuni un peu, hein. Je veux dire, je crois que Ouais, la plus jeune qui a été élue, elle devait avoir 19 ans, je crois. C'est une ouais. Suédoise ou une Danoise, je me souviens plus. Elle a été élue, elle avait 19 ans. Et il y a quand même un rajeunissement quand même en termes de génération. Enfin, en 2019, il y a eu 60% de nouveaux députés, et parmi eux, beaucoup de jeunes, hein, jusqu'à la trentaine, on va dire, mais il y a déjà eu, enfin, moi je le vois, hein, avec moi qui suis à ce stade-là, je suis un boomer, je vois un peu sur 3 mandats comment la généalogie, enfin comment l'âge des députés a évolué. On va quand même vers un rajeunissement, un changement de génération, tant mieux, on espère que ça va continuer. Mais c'est vrai qu'en 2019, c'était la première élection depuis longtemps où il y avait une progression en termes de vote, et où d'ailleurs les jeunes avaient été le facteur déterminant là-dedans, pour la montée Mm. Ouais. de participation. J'avais cherché ça pour un événement, et c'était la population qui avait le plus Mm. augmenté en termes de participation, et qui du coup avait entraîné avec elle la participation globale. J'ai une question dans le chat. Pourquoi est-ce que les jeunes européens ne sont pas un parti? Ils portent des idées relativement similaires à Volt, mais ceci existe depuis 5 ans, et vous existez depuis 75 ans. Hmm. Bonne question. Je pense que la raison à l'origine est peut-être différente de celle d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, elle se retrouve encore, mais peut-être qu'on a encore plus de raisons de ne pas être un parti aujourd'hui. Pas parce qu'on a un truc contre les partis et que la participation politique ne nous intéresse pas, hein, au contraire, mais non, je pense que, encore une fois, l'origine de nos mouvements dans l'après-guerre, c'était vraiment l'objectif n'était pas de présenter des candidats ou d'être un parti politique classique comme on l'entend, mais d'être vraiment une organisation de la société civile qui est capable de porter un plaidoyer et d'influencer dans le sens qu'elle le souhaite, et aussi d'avoir d'autres types d'activités. Et c'est là que je pense qu'on a aussi développé d'autres raisons aujourd'hui, c'est qu'en fait on est bien plus qu'une association qui porte des idées.
Évidemment que c'est une grosse partie de ce qu'on fait et on y tient, mais comme on le dit depuis le début, on fait aussi de la pédagogie, de l'éducation populaire, de l'information, et on développe tout un tas de projets qu'on ne pourrait pas faire en tant que parti. Et c'est vraiment, ça fait partie intégrante de notre identité, quoi, ce côté transpartisan, le fait de ne pas être un parti, c'est hyper important pour nous. Pour autant, beaucoup de nos membres sont aussi engagés dans différents partis et ont un engagement politique par ailleurs, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, les Jeunes Européens ne sont pas un parti, ils n'ont pas vocation à l'être. Et aussi parce que, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, on pense que les idées fédéralistes, en tout cas les idées qu'on porte, doivent être transpartisanes et pas les idées d'un parti en soi. Ça, je pense que c'est aussi important. Euh, mais donc voilà, c'est en partie par notre histoire, notre identité, mais aussi par la nature même de nos activités que on ne peut pas et on ne souhaite pas être un parti politique. Mhm. Puisqu'on parle d'élections, donc l'année prochaine, 2024, c'est les élections européennes. Euh, c'est quoi votre plan? J'imagine que vous allez faire des trucs autour des élections européennes. C'est quoi le plan? Ouais. Tu peux nous teaser deux, trois trucs? Non, on va faire plein de trucs, ça c'est sûr. Enfin, c'est des années qui sont hyper riches et hyper intéressantes pour nous. Ça va être beaucoup de boulot aussi et il faut nous souhaiter beaucoup de courage, mais non, c'est cool. On y travaille depuis un moment déjà, évidemment, on y pense. Même si ça peut paraître tôt, en fait, l'idée c'est évidemment qu'on soit prêt. En fait, on a déjà commencé, et c'est notre objectif principal, là encore pour l'instant, de nous coordonner autant qu'on le peut avec nos partenaires de la société civile, avec d'autres organisations de jeunesse pour nous en particulier, certaines dont on est membre, des réseaux d'éducation populaire, d'associations étudiantes, voilà, plein de d'autres assos avec lesquels on travaille. Et l'idée, c'est de leur dire, bah, oubliez pas que l'année prochaine, c'est les élections européennes, parce que parfois on a tendance à l'oublier un petit peu, on n'oublie pas les présidentielles, mais celle-ci un peu. Et donc l'idée, c'est voilà, de leur dire ça, et puis surtout d'arriver à travailler avec ces structures-là aussi. Donc on est en train de penser, et on aura sûrement des activités, des projets en commun. Aussi pour nous sensibiliser des jeunes engagés, mais a priori pas sur des questions européennes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, un gros travail de coordination avec nos réseaux aussi. Tout à l'heure, je parlais de notre présence à Strasbourg la semaine prochaine pour la plénière. On va aussi lancer à l'occasion du 9 mai, Journée de l'Europe, notre campagne en commun avec l'ensemble du réseau des jeunes européens fédéralistes qui s'appelle Your Hope, où là, les premiers temps du projet de la campagne, ce sera surtout une grosse consultation. La JF Europe, comme on l'appelle, les jeunes européens fédéralistes, lance avec make.org, que vous connaissez peut-être, une plateforme de consultation des jeunes en 22 langues. Et donc, dans les premiers mois, l'idée, c'est vraiment voilà, de donner cet espace de débat en ligne pour les jeunes sur lesquels ils pourront mettre leurs propositions et à partir desquels on va aussi construire évidemment un plaidoyer et qui nous permettront aussi de discuter avec soit les députés sortants, soit ceux qui se représentent les candidats. Et puis ensuite, dans les derniers mois, parce qu'on a encore un petit peu de temps, évidemment, là, on sera davantage sur le terrain. Et puis, on est en train de faire aussi le même travail avec le Mouvement européen France et beaucoup d'autres associations de la société civile européenne en France. Donc voilà, le maître mot pour l'instant, c'est plutôt la coordination. On se prépare et on lancera surtout la plupart de nos activités à la rentrée de septembre et puis évidemment dans les dernières semaines, les derniers mois, parce que si ça fait comme 2019, de toute façon, la campagne sera un peu Soit lancée au rapide, dernier ouais. moment. Voilà, mais ça, on verra. Et puis sinon, évidemment, dans nos activités au quotidien, on en parle déjà, dans nos interventions pédagogiques, dans notre média, on en parle déjà. Et est-ce que vous intervenez auprès des partis politiques pour les sensibiliser à la question des élections européennes, essayer de les influencer éventuellement sur leur position? Enfin, est-ce que vous allez toquer à Ouais. leur porte pour un peu parler ou vous Mm. gardez vos distances quand même? Non, non, bien sûr, on va leur parler. Et alors là, on est encore évidemment en train de construire nos propositions, nous, en interne, avec notre commission politique, des choses qu'on va porter, en tout cas de ce que seront nos priorités. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on porte depuis longtemps, hein, qui ne seront pas des surprises, mais on va évidemment aller leur parler. Avec le Mouvement européen France, Union des fédéralistes européens, on va aller voir les partis, leur proposer, voilà, leur montrer nos propositions et évidemment essayer, dans la mesure du possible, peut-être d'influencer leur programme. Et puis nous, en tant que jeunes Européens, on se concentrera aussi sur les mouvements de jeunesse des partis politiques. On ira leur parler évidemment. Il y en a certains qu'on connaît mieux d'autres, qu'on côtoie aussi dans d'autres structures, d'autres associations comme le Forum français de la jeunesse, pas tous. Mais oui, bien sûr qu'on va les approcher, qu'on va discuter avec eux. Et si eux, voilà, des fois, ils ont aussi des choses intéressantes à nous proposer. Et on est aussi là pour travailler ensemble. Donc oui, oui, on va aussi travailler avec eux. Quelque chose qu'on va aussi un peu évoquer, c'est, bah voilà, on parle pas beaucoup d'Europe dans les médias, quand il y a les élections européennes, bah en fait,
c'est des élections nationales. En fait, on parle assez peu d'Europe et c'est juste un prétexte pour faire de la politique nationale, ça. Donc j'imagine que c'est pas quelque chose qui vous fait particulièrement plaisir, mais est-ce que dans les échanges que vous avez avec vous échangez avec les médias pour leur dire voilà, faut parler davantage d'Europe, faut parler comme ci, comme ça, ou est-ce que vous essayez un peu de les pousser à le faire et quand vous le faites, c'est quoi un peu leur réponse quand vous les encouragez à parler d'Europe, ils vous disent quoi? La réponse a un peu changé. Pareil, ça c'est évidemment, comme tu t'en doutes, un truc qu'on porte depuis longtemps. Le mouvement européen aussi, il le fait très bien, il le fait toujours. En fait, ce qu'on nous disait beaucoup et ce qu'on nous dit encore, c'est ça intéresse personne, ça fera pas d'audience, on va pas en parler. Enfin bon, je pense que ça te surprend pas. Et puis il y a aussi, enfin je pense qu'en fond, et ce qui peut-être est un peu moins avoué, mais de plus en plus conscientisé, c'est aussi le manque de formation des journalistes. C'est pas pour leur jeter la pierre, souvent on est un peu dur avec eux, on leur dit vous parlez jamais d'Europe, c'est hyper important, qu'est-ce que vous faites enfin, et en fait, il y a aussi un vrai problème sur, enfin voilà, sur la Ouais, ils savent formation des journalistes pas. sur les Ouais. questions. Non. Et donc en fait, le constat aujourd'hui, c'est que peut-être qu'on en parle un peu plus qu'avant. Il y a aussi des émissions dédiées qui sont très bien. On en parle peut-être un peu plus qu'avant dans l'actualité, mais quand on en parle, parfois on le fait mal. Et encore une fois, pas pour dire qu'on en parle négativement, ça évidemment, c'est pas le sujet, mais en tout cas qu'on en parle en disant des bêtises, quoi. Hmm. Et forcément, ça n'aide la compréhension de personne quand on entend, je sais pas, des médias qui parlent du Conseil de l'Europe pour parler d'une décision du Conseil de l'Union européenne. Et évidemment que c'est pas évident. Enfin, c'est-à-dire que quand on sait pas, bon, c'est pas évident. Mais donc en fait, c'est aussi ce sur quoi nos réseaux travaillent et il y a des super assos d'ailleurs qui font ce travail-là avec d'anciens journalistes ou des journalistes actuels qui eux-mêmes ont monté des projets pour former les journalistes aux questions européennes, leur expliquer que c'est important, qu'il faut s'y intéresser et en parler. Donc oui, je pense que ça va dans le bon sens, mais il y a encore du travail et c'est un truc qu'on rappelle beaucoup. La présence de l'Europe dans les médias, c'est indispensable. Après, on verra quel en sera le traitement là pour les élections européennes. On verra effectivement quel angle les journalistes choisissent pour faire aussi débattre les candidats, les têtes de liste, en espérant que ce soit pas trop franco-français, puisque enfin, c'est pas ce qui sera intéressant à ce moment-là, je pense. Mais voilà, il y a à la fois l'enjeu d'expliquer aux rédactions que ça intéresse et que c'est pas vrai, que c'est pas important, et aussi un enjeu de formation des journalistes eux-mêmes pour qu'ils soient aussi plus à même et plus à l'aise avec le fait de parler d'actualité européenne. Et est-ce que eux-mêmes, que ce soit les médias, est-ce que c'est les partis, parfois eux-mêmes ils vous sollicitent, ils viennent voir, est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur ceci ou cela, on voudrait faire un truc sur l'Europe, est-ce que c'est le bon angle, enfin est-ce que ouais, voilà, vous leur donnez des infos, est-ce qu'ils vous demandent des trucs de temps en temps? Ouais, ça arrive. Bon, après, je pense enfin, je pense qu'on n'est pas ceux qui sont le plus contactés. Ils ont sûrement des experts, évidemment, qui consultent peut-être plus régulièrement pour ça. Mais en tout cas, oui, ça nous arrive de discuter avec des rédactions, des journalistes, certains médias, certaines émissions qui nous sollicitent parfois. Et c'est chouette quand ils le font. Mais je pense que oui, encore une fois, ils ont peut-être d'autres listes d'experts, peut-être un peu moins militants et un peu moins fédéralistes que nous à Hmm. solliciter aussi. Alors pas une question qui est directement liée au chat, mais ça m'y fait penser. On l'a déjà évoqué. La tradition politique française est extrêmement différente de la tradition politique européenne, et c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Donc quand comment est-ce qu'on traite, quand on soit en contact avec des jeunes ou des moins jeunes, cette différence complètement de logique? Dans le chat, ils disaient entre Laurent, ah ouais, il suffit de leur dire qu'il n'y a pas que 49.3 en Europe et ça va les convaincre. Mais voilà, enfin, ça souligne quand même des traditions quand même démocratiques qui sont assez différentes. Donc comment est-ce que on va expliquer aux gens, non, mais en fait, faut concevoir qu'il n'y a pas un truc complètement central, ou même vous avez un Ouais. parlement qui décide des trucs tout seul. Et il n'y a pas que 49.3, etc. Donc comment est-ce qu'on aborde cette difficulté de Ouais, perception, hein? sur la question de la perception et de la culture différente, il y a des trucs parfois tout bêtes qui passent juste par un peu de pédagogie, un peu d'information. Par exemple, aux élections européennes de 2019, le nombre de personnes qui m'ont dit quand je tractais dans la rue que ils iraient voter au deuxième tour et pas au premier. Et- Moi, on m'a déjà demandé si les députés européens étaient élus. Ouais, On mais m'a tu vois, demandé ça 3 mois des élections. J'ai déprimé. J'ai non, déprimé mais profondément. et tu vois, j'en rigole pas pour me moquer parce qu'en fait, enfin, c'est pas drôle, évidemment, ils Ouais, savent pas. si tu sais pas, tu sais pas, quoi. Mais Et on est là pour leur expliquer, mais tout ça pour dire que effectivement, il y a des choses où en fait, parfois, avec de la pédagogie, de l'information, on arrive quand même à faire des trucs cool. Après, non, ce qui marche trop bien par rapport à ce que tu dis sur cette culture un peu européenne, culture politique européenne et cette culture du compromis dont on parle souvent, ce qui marche trop bien, c'est les simulations de Parlement européen, par exemple, ouais. ou les simulations de négociation des institutions européennes. Enfin, moi, c'est un truc que j'adore
que j'aime trop animer chez les jeunes Européens. Et encore une fois, ça marche toujours super bien. C'est toujours hyper étonnant de voir parfois les jeunes à qui on propose ça à l'air un peu sceptique au début. Ils se disent, oh là, qu'est-ce que c'est? Ils me mettent dans des parties, je suis pas français dans le truc, dans la simulation. Enfin, ils sont un peu perplexes. Et en fait, ça marche hyper bien. Et où, évidemment, de façon simplifiée, si on fait qu'une simulation, par exemple, de travail du Parlement européen, où on les fait passer en commission, ils travaillent en groupe, ils peuvent faire des points avec les collègues de leur parti, et ensuite on les fait travailler en plénière. Souvent, on fait intervenir des députés européens aussi, c'est chouette qu'ils puissent les rencontrer. Et ça marche hyper bien et ça permet de se rencontrer, de se rendre compte que la logique, effectivement, est extrêmement différente. Et du coup, effectivement, dans la simulation, il n'y a jamais de 49.3, ça n'existe pas au Parlement européen, mais ça marche bien, c'est chouette. Et puis quand on a des formats plus ambitieux et qu'on peut avoir les jeunes avec nous sur un peu plus longtemps, on peut même faire des simulations, encore une fois, plus ambitieuses avec dans le jeu le conseil, la commission, la cour de justice et faire des trucs sympas. Et ça, c'est une bonne façon de se rendre compte concrètement de la façon dont ça marche. Et puis après, ce qui est encore mieux, c'est évidemment d'emmener tout le monde à Strasbourg, visiter le Parlement et assister à à des sessions plénières, c'est encore mieux. Mais c'est là qu'on se rend compte vraiment de la culture différente et je pense que, enfin voilà, si on propose aux jeunes de regarder des sessions du Parlement ou de regarder comment travaillent les députés européens en commission, enfin, à côté de ce qu'on voit sur Public Sénat ou quoi, enfin, c'est très différent. Et là, ils se rendent compte, je pense, effectivement, des méthodes de travail différentes et de la culture différente. Ouais. Ah, ça, c'est pas rien de le dire qu'il y a une culture politique différente. Enfin, je l'ai appris, j'ai fait 6 ans et demi au PE, ça, je l'ai appris, la culture politique différente. Et c'est vrai, enfin, c'est marrant parce que moi, j'ai bossé j'ai bossé pour un député qui a été député à l'Assemblée nationale avant. Et du coup, il a eu cette double expérience à l'Assemblée nationale et Parlement européen. Et c'est marrant parce que. Et c'est quelque chose que j'ai entendu chez tous ceux qui ont eu ce même parcours. Ils disent tous, à choisir, je préfère le Parlement européen que l'Assemblée nationale. Parce qu'ils disent, ouais, au moins, je suis pas, je peux faire des trucs. Je suis pas obligé de répondre au doigt à l'œil, soit du gouvernement si c'est dans la majorité, ou du chef de parti si c'est l'opposition. Je peux faire des compromis, etc. Ils ont beaucoup plus le sentiment de pouvoir peser sur sur les choses. Et c'est vrai que du coup, du coup, désolé, je raconte un peu ma vie là, mais quand on parlait avec les groupes de visiteurs, ça les intéressait du coup les gens, parce qu'ils ont dit, ah, bah, en fait, j'ai des gens qui ont du pouvoir et qui peuvent changer des choses, et on peut leur dire, bah voilà, moi sur ce dossier-là, moi j'ai fait monter ce truc-là, et au final, bah voilà, maintenant on en parle en trilogue, ou ça s'est retrouvé d'une certaine manière dans le texte de loi finale, alors que, on va dire 90% des députés à l'Assemblée nationale, bah. Si le gouvernement est pas d'accord avec eux, bah voilà, c'est merci d'être venu, signez là quoi. C'est toujours un peu compliqué. Bref, je regarde l'heure. On a fait 1 heure. J'avais promis que je ne te retiendrai pas plus longtemps, donc je souhaite tenir ma parole. Avant de te laisser partir, néanmoins, si les gens doivent retenir un message de ta part ce soir, c'est quoi ton message? Ah, bonne question. Engagez-vous et pensez à aller voter l'année prochaine. Jetez un œil à notre site internet parce qu'il y a plein de trucs trop cool qui se passent pendant tout le mois de l'Europe, dans toutes nos sections locales. Donc profitez-en si vous êtes dans le coin. Mais ouais, engagez-vous pour la démocratie européenne, ça vaut le coup quand même. Eh ben écoute, merci Antoine Chabal d'être venu ce soir. Chat, remerciez-le de sa présence et d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez le suivre sur Twitter, vous avez son hâte juste sur le flux vidéo, donc vous pouvez le retrouver là-bas et vous aurez ensuite les jeunes européens et tout le réseau des Européens. Antoine, je te souhaite une très bonne soirée, à très bientôt. J'espère que tu as pu apprécier ta première expérience sur Twitch. Ça s'est bien passé? Ouais, Je te l'avais promis. merci beaucoup. Je te l'avais promis. Merci encore et à très bientôt. Au plaisir, à bientôt. Ciao. Ok, chat. Hop, je vais déconnecter ma caméra, enfin mon zoom, et on va se faire le petit débrief des familles comme d'habitude. Hop là. En attendant que je ferme tout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous avez aimé, vous avez pas aimé. J'étais un peu à l'arrache ce soir, je suis désolé. Le boulot, c'est un peu le ghetto ces jours-ci, donc je suis un peu à l'arrache. Mais bon, ça s'est bien passé, j'ai fait les choses bien quand même, on reçoit bien les gens ici, mais quand même. Donc, c'était intéressant, moi je suis content d'avoir un profil un peu différent, plutôt que toujours des politiques, etc., et des gens plutôt basés à Bruxelles, là, d'avoir quelqu'un qui plus sur le terrain, ça me semblait intéressant, qui plus est alors qu'on approche de la journée de l'Europe, donc le 9 mai, hein, pas le 8. Le 8 mai, c'est une autre date importante, mais c'est pas la journée de l'Europe.
même si indirectement, ça a contribué à mener à l'Europe. Bref, on va pas se faire un cours d'histoire. Donc on a parlé de quelques trucs intéressants, donc sur notamment l'activisme européen. Comment est-ce qu'on devient activiste européen? Alors du coup, truc intéressant, c'est comment vous... Alors, déjà, est-ce qu'il y en a ici qui s'intéressaient pas trop à l'Europe avant de venir sur le stream? Je tente ma chance, hein. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes des réguliers, mais qui se considèrent pas franchement super chaud sur les questions européennes dans le chat. Et du coup, après, on va parler un peu de pourquoi les gens potentiellement se mettent dans l'Europe, parce que c'est vrai que Antoine disait ouais, moi je suis pas tombé, c'était pas une évidence. Non, Kylian, toi tu connais rien à l'Europe. Toi, si c'est pas en Alsace, c'est bon, c'est fini. Il y a l'Alsace et le reste du monde, je comprends bien. Enfin, on a bien compris que Strasbourg, capitale du monde, c'était un peu la ligne locale. Mais non, mais c'est vrai que voilà, Antoine disait voilà, moi c'était pas une évidence que je m'intéresse à l'Europe, ça arrive un peu par hasard. Et c'est un discours souvent on entend. Hein, ça suffit ce bashing de l'Alsace. Je n'oserais pas. Avant ta première fois sur le stream, t'étais un peu BA sur l'Europe. Je t'apprends des choses, parfait. Content que t'apprennes des choses. C'est là pour ça. C'est là pour ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, souvent c'est un truc qu'on entend souvent à Bruxelles, les gens, quand on leur demande. Alors soit il y a ceux qui sont hardcore Europe depuis Day One, et après il y en a plein qui disent ah bah en fait moi je suis arrivé là un peu par hasard, et en fait je trouvais ça cool et je suis jamais parti. Moi je suis à moitié dans cette catégorie là. On va dire que ironie, j'ai pas ma carrière politique, mais mon éveil politique, le moment où j'ai commencé à m'intéresser à la politique, ça a été en 2005, quand il y a eu le fameux référendum sur la Constitution européenne. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser d'abord à la politique et du coup par le biais de débats sur l'Europe, et ironiquement, derrière, ça a mené à ce que je travaille in fine sur les questions européennes, hein, comme quoi il y a peut-être une forme de prédéterminisme, mais ça a commencé comme ça, mais après, une fois le référendum de 2005 passé, moi ça m'a initié à la chose politique et à m'y intéresser un petit peu plus, sans me politiser. J'ai jamais été militant ni quoi que ce soit, enfin c'est pas pas mon histoire personnelle, hein. J'ai jamais été militant, j'ai jamais été dans des associations ou autre. Mais voilà, je me suis intéressé à la politique à partir de là, et en fait, voilà, l'Europe, c'est un truc, je dis, ah, c'est bien, c'est important et tout. Et moi, j'ai fait du droit, plutôt droit international public. Moi, initialement, mon rêve, c'était de devenir diplomate. J'étais jeune, naïf, je pensais que diplomate c'était cool, etc. Donc moi, je me rêvais diplomate et tout, aller à l'ONU, etc., etc. Et j'étais, ah ouais, l'Europe c'est compliqué et tout, je comprends pas et tout. Quand j'avais fait mon droit, mes études de droit, il y avait dans mon module, dans mon master 2 que j'avais, il y avait un module européen, il y avait un module, on va dire, politique internationale, etc. Plus vraiment international. Moi j'étais dans le pôle politique international, parce que moi l'Europe, j'étais, ah ouais, non, c'est compliqué et tout, je comprends rien. Non, moi je veux faire les trucs cool, je veux faire l'ONU, je veux faire du droit de la guerre, etc. Les trucs un peu stylés et tout. Et du coup j'étais là, ouais, non, les Européens, ça va, c'est bien gentil, mais ça. Et en fait, après après moi, ce Master 2, en fait, j'ai bifurqué. En fait, je suis sorti là, tu vois. En fait, je me sens pas de passer les concours pour aller au Quai d'Orsay. En fait, je vais faire autre chose. Et je suis ah ouais, en fait, l'Europe, il y a peut-être des trucs à faire, des trucs intéressants, affaires publiques, lobbying, communication. Ouais, ça peut être sympa et tout. Donc je vais faire un deuxième Master 2 sur ça. Et en fait, c'est là où j'ai commencé un peu à développer enfin, pas à développer, j'avais déjà cette idée de l'Europe. Et j'étais fédéraliste un peu d'une certaine manière. Parce que même si, voilà, moi je voulais travailler sur les questions internationales, mais en dehors de Bruxelles, mais j'avais quand même un peu cette idée fédéraliste, sous cet angle de politique internationale, dans le sens où moi, en gros, mon point de vue, et ça n'a pas changé, c'est toujours une des raisons fondamentales pour lesquelles moi je suis pro-européen, je vois ça d'abord sous un angle de politique internationale. Je dis voilà, mon point de vue, c'est voilà, le 21e siècle, ça va être le siècle des géants, ça va être le siècle où on va se retrouver avec un clash entre les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Inde, etc. Et le seul moyen pour nous Français et d'avoir une chance face à ces titans du 21e siècle, c'est l'Europe. L'Europe, c'est notre seule chance d'y aller, et en ayant une Europe très puissante et très forte, etc., on pourra peser, on pourra un peu, pas imposer notre modèle, mais en tout cas, on va pas se faire écraser, on pourra exister en parallèle de tous ces géants. L'Europe ou la bombe atomique, ouais, voilà. L'Europe et la bombe atomique.
Donc moi, je suis parti un peu de cette idée, voilà, si on veut continuer à exister, si on veut continuer à être relevant, comme on dit en bon français, au XXIe siècle, on a besoin d'une Europe forte, et je me dis, voilà, bah, l'Europe fédérale, oui, effectivement, je me disais, oui, il faut une Europe fédérale, parce que faut un État fort, faut qu'on soit unis, sinon ça sert à rien. Moi, j'étais là, voilà, les Français, ouais, on est mignons, mais avec nos 60 millions d'habitants, enfin 65-70 millions d'habitants face à la Chine et c'est 1,4 milliard de personnes, on va avoir l'air mignon. Donc c'est un peu comme ça que j'ai démarré, moi, on va dire mon fédéralisme, etc. Et après, je suis arrivé à Bruxelles. Et c'est là où, on va dire, j'ai ma déconversion au fédéralisme, comme dit Nipalup, a commencé. C'est pas que j'ai... C'est pour ça que je dis fédéraliste repenti. C'est-à-dire, les fondamentaux qui ont fait de moi qui faisaient que j'étais un fédéraliste et que je m'intéresse à l'Europe, c'est-à-dire cette idée, voilà, notre seule chance de tenir, c'est d'être unis, d'avoir une Europe forte. C'est toujours la même chose, je suis toujours convaincu de ça, et même encore plus qu'avant, parce que maintenant j'ai en plus les munitions, etc. etc. Mais je suis sceptique, on va dire, sur la viabilité. Moi, c'est une question de viabilité, d'une idée de fédération. Alors, je comprends qu'il y a plein de modèles de fédéralisme, etc. Mais moi, à mesure que voilà, je suis surtout à Bruxelles, je vois comment ça fonctionne, j'ai été confronté aussi à des cultures différentes et tout, parce que c'est vrai que quand on est en France, voilà, on est entre Français et on pense un peu que tout le monde pense comme nous. Et en fait, quand tu arrives à Bruxelles et que tu te confrontes avec d'autres cultures, en fait, tu réalises que y a des gens qui pensent vraiment pas comme toi. Enfin, moi, pour parler de trucs qui nous paraissent maintenant évidents, qui n'étaient pas avant, quand on parle de Russie, moi, je me souviens, il y a 10 ans, quand je parlais de Russie tu parles avec les Polonais ou les Polonais, les Lituaniens, etc. C'était pas la même discussion. Hein. Nous on était non mais les Russes, vous savez, ils sont un peu, faut quand même, ils sont importants. On peut faire des partenariats, etc. Les Polonais c'était non mais c'est mort, les Russes, on fait pas de partenariat avec eux. Ils sont là pour nous entuber. Nous on était ouais bon d'accord, ok, c'est juste vous avez pas digéré l'Union soviétique, ok, on comprend, blablabla. Mais voilà, c'est des cultures différentes. Des cultures politiques différentes, des langues différentes. Et pour revenir un peu ce que... Ouais, Nipalp, t'as raison. Oui, entre un Occitan et un Ch'ti, il n'y avait rien à voir il y a 2 siècles, c'est vrai. Sauf que, entre-temps, en France, on a eu, on va dire, une création de la nation française à marche forcée. Dans le sens où les langues régionales, on les a virées en disant maintenant vous parlez juste français. Avec le service militaire, etc. Donc l'occitan, les ch'tis, enfin toutes les langues régionales ont de facto largement disparu au profit du français, ce qu'aujourd'hui on appelle le français. Hein, et si on paie ça à un niveau européen, on va pas faire disparaître le bulgare, le français, l'allemand, enfin voilà, les langues vont rester, à moins qu'on se mette tous à parler l'espéranto, ces langues vont rester, ces cultures vont rester. Et moi, je vois pas cette forme d'unité qui pourrait exister au sein d'une fédération européenne. Et voilà, moi, j'ai quelques doutes sur la viabilité institutionnelle et politique de tout ça. Et quand j'entends certains dire oui, on a quand même mettre tout le monde ensemble, je me dis que ouais, ça commence à ressembler un petit peu à un empire. Et en général, les empires, ils n'ont pas des happy endings. Ça pose pas de problème l'Inde ou la Chine. Ça pose pas de problème à la Chine. Va dire ça aux Tibétains, va dire ça au Xinjiang, va dire ça aux Taïwanais si ça pose pas de problème les différences régionales, s'ils sont tous ravis d'être dans un même état. Ça, c'est vrai que ça pose pas de problème du tout en Chine. Et même en Inde, suivant si tu parles du Cachemire, enfin le Pakistan et l'Inde à une époque c'était un même pays, hein, donc. C'est pas même dans les grands pays, c'est pas si clair que ça. Et encore une fois, si on prend le sous-continent indien, il y a quand même une forme de cohérence, on va dire, historique, culturelle, etc., qui n'est pas forcément le cas, qui n'existe pas forcément sur le continent européen. Donc c'est même si on peut dire oui voilà, ça prouve bien qu'on peut être 1,1 milliard de personnes et vivre dans le même pays,
Ouais, mais c'est 1,1 milliard personnes avec une certaine cohérence quand même historique, linguistique, culturelle, et cetera, et cetera. Bref. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à parler de ça? Ah oui, pourquoi est-ce qu'on devient européen? Et alors attends, je relis dans le chat parce que du coup, comme je blablatais, j'ai loupé que le message. Donc Dart, moi qui m'intéresse à l'UE, je me rends compte qu'il y a encore des sujets qu'il faut que je creuse. Typiquement le sujet abordé sur les différences fédéralisme, État central chez les pro-européens. Ouais, alors ça après, il y a des sujets qu'il y a à creuser, ça ne manque pas. Et après, si tu commences à rentrer dans les 50 nuances de fédéralisme, tu sais, c'est un peu comme la blague. C'est quoi? C'est chez les trotskistes ou les communistes. Tu mets trois communistes ensemble. 10 minutes après, il y a trois tendances. Il y a trois tendances différentes. Enfin, la blague, c'est un truc comme ça. Tout le monde a sa propre vision du fédéralisme et part dans ses différentes chapelles. La différence fédéralisme et État européen, État central, encore une fois, ça touche à si on parle des Français. Hein, si on parle des Français. Il y a notre culture politique qui est un État très centralisé. Du coup, par extension, on se dit, tiens, on va faire un État centralisé version européenne. Et en fait, c'est la critique que souvent on fait, qui est même aujourd'hui une critique qui est faite à Emmanuel Macron, hein, c'est en fait les Français, ils veulent l'Europe, mais l'Europe française en fait. Ils veulent recréer l'empire de Napoléon d'une certaine manière et avec les Français à la tête. C'est un peu comme ça que l'idée européenne version française est vue en dehors. C'est-à-dire l'Europe, oui, mais la France d'abord. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu des frustrations autour de Macron, hein, depuis 2017. Encore une fois, enfin, je l'ai déjà dit, en 2017, donc j'étais à Bruxelles, j'étais au Parlement européen. 2017-2018, Macron élu pour la première fois président de la République, c'est Dieu sur terre. Bruxelles, Macron vient à Bruxelles, c'est Dieu sur terre. Tout le monde se mettait à genoux devant Macron. C'était le mec qui va tous nous sauver. Et c'était vachement impressionnant. C'est-à-dire que même des gens qui étaient politiquement pas dans son camp, je bossais à l'époque chez le PPE, donc le groupe européen des Républicains. Les députés, ils faisaient un peu la tronche parce que leurs collègues du PPE ils disaient ah ouais, il est bien votre Macron, franchement c'est cool ce qu'il fait. Et les LR qui faisaient un peu la tronche, ouais mais en fait non, c'est pas très cool. On aurait espéré quelqu'un d'autre. Et tout le monde était en adoration devant Macron parce que c'était parce qu'il y avait aussi un mood, hein, dans le sens où on sortait du Brexit, on sortait de Trump qui venait de se faire élire, donc Macron qui se fait élire, c'était un peu la bouffée d'air frais, c'était la première fois qu'on avait un vrai stop en fait à la vague de populisme. En gros, on avait en France un candidat jeune, libéral, alors libéral dans le sens, on va dire, anglo-saxon du terme, donc sur les questions de société, etc., ouvertement pro-européen, qui fait campagne sur l'Europe, qui gagne face à Marine Le Pen, donc l'incarnation de l'extrême droite européenne, etc. Donc pour Bruxelles, etc., ça a été la bouffée d'oxygène, quoi. Et ils étaient là, putain, ouais, c'est trop bien, Macron, tout ce que tu veux, on te le prend, quoi. Je veux dire, tout le monde était là, Macron, on te donne ce que tu veux tant que tu signes chez nous, quoi. Et donc il y avait un peu cette aura, cette adoration autour de Macron en 2017-2018, en se disant ah ouais, il va enfin un président français qui est vraiment européen, dans le sens européen, qui veut mettre l'Europe en avant et pas juste faire les trucs pour les Français. Et on va pouvoir avancer trop loin et tout, c'est trop cool. Et en fait, à mesure que le mandat a avancé, bon, ils ont un peu déchanté, ils se sont aperçus que voilà, même si Macron est effectivement un Européen convaincu, etc., bon, ils ont compris que effectivement Macron, ça reste quand même un pro-européen, quand même un peu à la française, dans le sens où oui, l'Europe, mais la France doit avoir une importance, une place importante dans le processus. Et d'une certaine manière, il a réussi sur un certain nombre de sujets, hein. C'est comme le dit Nipalup, la question de l'autonomie stratégique, c'est un truc qu'on entend, mais partout, mais alors partout à Bruxelles, hein. Dès que tu as un sujet, on te parle d'autonomie stratégique européenne. C'est un concept, il y a 10 ans, t'en parlais à Bruxelles, on te prenait pour un dangereux nationaliste protectionniste.
français, probablement, mais on le prenait pour un mec, un fou furieux. Et Macron a réussi à vendre ça, et maintenant c'est la doctrine officielle. C'est la doctrine officielle de l'Union européenne, cette idée d'autonomie stratégique. Donc il a quand même, faut quand même mettre ça à son crédit, il a quand même réussi au niveau européen à vendre un certain nombre de trucs qui sont maintenant le b.a.-ba de la politique européenne. Salut Nipolp, merci d'être venu. Donc faut reconnaître que voilà, même s'il a des critiques, et il est souvent regardé un petit peu avec soupçon de l'extérieur du Parlement européen, de la France, il a quand même une influence. Enfin, très clairement, en termes de dirigeants européens aujourd'hui, ceux qui ont une vraie doctrine européenne, une pensée complexe de l'Europe, t'as, allez, on va dire, 2 personnes. Ouais, 2. Macron et Orban. C'est les 2 qui ont une doctrine européenne qui est pensée. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, ils ont une doctrine, ils ont une pensée structurée sur l'Europe et ce qu'elle devrait être. Scholz, on a on se dit ah ouais c'est bien, il va être avec les Verts, etc. Il n'a pas vraiment de doctrine européenne, il a fait vaguement un discours, ça n'a jamais rien donné. On pourrait discuter de Mélanie, mais Mélanie elle n'a pas trop mis la question européenne en avant, au-delà de dire voilà je suis pas une drangeuse brexiteuse. Les Néerlandais non, les Nordiques non. Donc en termes de vraiment de doctrine européenne, c'est Macron et Orban qui sont un peu peut-être pas les leaders, mais en tout cas ceux qui sont les figures de proue de plusieurs modèles européens. Après, tous les chefs d'État et de gouvernement sont comme ça, dans le sens où c'est son peuple avant les autres, même en s'affichant pro-européen. Pas nécessairement. Alors il y a toujours, effectivement, tous les États cherchent à défendre leurs intérêts, ce qui est normal, hein, c'est le jeu. Hein. Les Allemands vont défendre les intérêts allemands, les Français vont défendre les intérêts français, les Lituaniens vont défendre les intérêts lituaniens. En revanche, il y a quand même une différence d'approche du sujet européen pour pas mal de raisons. Hein. Il y a des raisons historiques. Hein. La France est un pays qui est historiquement un pays puissant, un ancien empire. Donc la France, c'est un peu... de ce point de vue-là, les Français sont très proches en fait des Américains en termes de pensée politique. Historiquement, la France et les États-Unis, c'est 2 pays qui se distinguent parce qu'ils ont une vision messianique une vision messianique de la politique, dans le sens où ils considèrent que ils ont un rôle d'apporter la lumière aux autres. Hein, historiquement, c'est depuis la Révolution française, la Révolution américaine, il y a cette idée de messianisme politique qu'on retrouve chez les Américains comme chez les Français. Et donc du coup, les Français, voilà, on a toujours ce côté messianique, l'idée de la France forte, etc., et qui veut encore le devenir. Et souvent, ce qu'on entend chez les Français quand ils essaient de vendre l'Europe, c'est pas oui, je veux l'Europe d'avance. Non, la manière dont ils expliquent ça, c'est oui. L'Europe est un instrument pour la puissance française, est un instrument de puissance française. Donc on dit, c'est dit voilà, pour que l'Europe soit puissante, il faut que l'Europe soit puissante. Et donc sous-entendu, l'Europe est indirectement la puissance française. Donc il y a déjà cette approche de base. Et donc grand pays, etc. Donc évidemment, si vous êtes un petit pays, bah vous n'avez pas nécessairement cette approche-là. Vous avez aussi, bah voilà, vous êtes réaliste. Vous avez le Luxembourg, vous savez bien que vous n'allez pas devenir soudainement. C'est pas vous qui allez décider pour tout le monde et imposer vos vues. On va dire ça, c'est un privilège de grand pays. C'est un privilège de grand pays, de pays fondateurs de l'Union européenne avec une riche histoire, etc., etc. Donc il y a quand même une spécificité française dans cette idée de dire voilà, la France, l'Europe oui, mais d'abord la France. Ou en tout cas, à travers l'Europe, ça sera la France. Les Allemands n'ont pas cette approche-là pour des raisons historiques, parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, bah, les Allemands, au contraire, en fait, ont une réaction différente aux institutions européennes. Enfin, une approche différente des institutions européennes. Il y a ça, c'est-à-dire que à cause de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, pendant longtemps, ne voulaient pas se mettre en avant. Ils ne voulaient surtout pas être perçus comme étant le pays dominant. Pour des raisons historiques, non, l'Allemagne ne peut pas être dominante, on ne peut pas être perçu comme étant ceux qui décident pour les autres. Si on doit construire quelque chose, on ne peut le faire que collectivement, ça doit être dans l'intérêt commun, etc., etc. Surtout que les Allemands n'avaient plus d'armée, etc., etc. Donc ils n'avaient plus les instruments traditionnels de la puissance,
l'Allemagne, ils avaient perdu. La France avait toujours ses attributs traditionnels de la puissance. Ils avaient la puissance militaire, ils avaient la bombe atomique, voilà. Donc l'Allemagne n'avait pas ça, et donc du coup, traditionnellement, ils ont construit cette idée, voilà, on doit avancer collectivement, on doit créer un projet commun, et on doit pas se mettre en amont. Ça commence à changer un petit peu ces dernières années, mais voilà. Après, du coup, ils avaient une autre approche qui disait, voilà, on va pas se mettre en avant, on va laisser ça aux Français, les Français adorent se mettre en avant et tout, etc., etc. Nous, on va plutôt se mettre en sous-main, se mettre dans l'infrastructure. Ce qui fait que, en fait, les Allemands sont devenus extrêmement influents dans les institutions européennes parce que ils ont placé leurs gens dans l'Union européenne, et du coup, ils influencent sur le long terme la direction de l'Union européenne. Là, pour un peu schématiser, enfin pour un peu caricaturer, là où la France va être dans le flashy, l'Allemagne va être dans l'efficace, dans le truc de fond. Si je caricature, c'est un peu la manière dont ça a été le cas pendant très longtemps. Donner un exemple très concret de ces deux approches différentes de l'Union européenne et de ces conceptions de l'Europe. Regardez pendant très longtemps comment étaient constituées les listes de députés européens. Les Français, qui est-ce qu'on envoyait aux élections européennes? On envoyait les mecs que tu voulais éloigner de la politique française, les gens que tu veux remercier vaguement, les anciens ministres, les anciens députés qui n'ont pas réussi à avoir un siège, bon, bah, tu les fous à l'Europe, comme ça ils ont toujours un siège pendant 5 ans, le temps qu'ils puissent revenir ensuite à Paris, et dès qu'il y avait un siège à Paris, une élection, hop, ils lâchaient le mandat européen pour aller se consacrer à l'Assemblée nationale, etc. Et donc du coup, il y avait un énorme turnover sur les députés européens. Les Allemands, eux, traditionnellement, ils ont un cycle de 15 ans. Un député allemand va en général rester 15 ans. 3 mandats. Premier mandat, ils apprennent. Ok, ils apprennent comment fonctionne l'institution, etc. Deuxième mandat, ils vont exercer, ils vont travailler, ils vont être leaders sur leur sujet et mettre à profit toute l'expérience qu'ils ont acquise. Et le troisième mandat, ils transmettent. Ils arrivent, on va dire, à l'apex de leur puissance, de leur influence, mais ils transmettent aussi au niveau. Et donc du coup, comme on est dans du long terme, et surtout c'est des gens qui sont envoyés là, pas comme la 5e roue du carrosse, mais c'est des gens qui sont là, ok, moi l'Europe ça m'intéresse, c'est des gens brillants, et moi je veux m'investir dans mon mandat européen, je vais pas juste venir pour signer à Strasbourg et après me casser par le premier Thalys pour retourner à Paris. Non, on est là, on y reste. Donc c'est la manière dont les approches sont différentes. Ils défendent malgré tout leur propre vision de l'Europe. Oui, ils défendent leur propre vision de l'Europe. Ils défendent leur propre vision de l'Europe. Et indirectement, ils ont influencé. Enfin, le fait que l'Union européenne ait eu pendant très longtemps une vision, il y a toujours une vision, on va dire, orthodoxe libérale, c'est un héritage allemand. C'est une influence allemande des 20 dernières années, notamment suite aux années Merkel, etc. Donc, oui, les Allemands défendent leurs intérêts. Tous les pays défendent leurs intérêts, et c'est normal. Il n'y a pas de souci là-dessus. La différence, c'est que les Allemands sont moins flashy, ils sont moins dans la position de principe, comment dire, le positionnement symbolique. Ils vont être là, ok, on fait de la substance et on avance en sous-main. Là où les Français, voilà, typiquement les Français qui foutent le bordel à Bruxelles pour qu'on parle français, c'est typiquement, bah voilà, les Français qui sont, ah non, on est là pour défendre la culture française, donc vous allez parler français. On va pas parler anglais. Ça, c'est un truc typiquement de français. C'est flashy. Alors, il y a des raisons, enfin, il y a des dynamiques de pouvoir aussi derrière, etc. Mais ça, c'est typiquement vu comme un combat d'arrière-garde de Français. Les Français s'intéressent uniquement à l'apparence. C'est-à-dire l'apparence que la France compte, que le français compte, etc., etc., que la France est influente. Mais après, c'est vu comme du gadget, entre guillemets. Et c'est vrai que la France surjoue parfois un peu ça, et du coup, à chaque fois que, bah voilà, dès qu'on parle de l'usage du français dans l'institution, dès qu'on parle de Strasbourg, etc., les autres commencent à lever un peu les sourcils en disant, oh, voilà, c'est les Français qui vont encore nous casser les couilles pendant les 20 prochaines minutes sur l'importance du français et l'importance de défendre Strasbourg. C'est des dynamiques différentes. Mais encore une fois, hein, sur l'usage de la langue, par exemple, Quatremer, hein, le journaliste français, correspondant de Libération à Bruxelles, lui, le grand combat de sa vie, c'est la défense du français. Hein, la simple idée, à chaque fois, il snipe, dès qu'il y a un député français qui parle anglais, alors il se prend un gros snipe de 80, tu dis, mais comment ose-t-il parler français, anglais
alors qu'ils pourraient parler français, etc. etc. Il y a des dynamiques. Enfin, tout n'est pas, comment dire, suranné et purement symbolique hein, dans la question de l'usage de la langue, parce que la langue, c'est aussi de la culture, c'est aussi des idées, dans le sens où, suivant la langue que tu vas utiliser, tu vas indirectement, enfin, je sais pas comment expliquer ça de manière claire, mais indirectement transmettre une vision du monde. Des francophones francophiles, qui utilisent quotidiennement français, ils vont utiliser des concepts de français et avoir une compréhension des sujets comme les Français. Donc c'est pour ça que aussi, si tu réussis à faire que ta langue est la langue la plus utilisée, et ben ça veut dire que c'est tes concepts, c'est ta vision du monde qui d'une certaine manière va être aussi transmise, parce que quand tu apprends la langue, tu apprends aussi la culture, tu apprends une vision du monde. Et donc de ce point de vue-là, c'est vrai que pour la France, la défense de la langue française, c'est aussi une question d'influence. C'est une manière indirectement de dire, bah voilà, c'est comme ça que je vais influencer des gens pour que derrière ils me suivent. Parce que voilà, quand je vais apprendre le français aux gens, bah derrière, ils vont apprendre des choses, je vais leur transmettre de la culture française, je vais leur transmettre des concepts français, et en développant la francophilie, et bah comment je vais aller leur parler de mes trucs, ils vont être contents de parler un français, et bah voilà, du coup il y a une connexion qui va se créer. Qu'est-ce que j'en pense moi? Je trouve que c'est un débat intéressant avec la sortie du Royaume-Uni, même si c'est pas forcément pour. Je comprends. Comme j'ai expliqué, il y a clairement une question d'influence hein, derrière la question de l'usage de la langue. C'est un vrai sujet. Hein. Donc moi je dis pas, voilà, oui, les Français devraient tous parler anglais, devraient parler que anglais, etc. Non, et je comprends que les Français veuillent encourager les autres à parler français. Et moi je trouve que simplement ils y vont un peu trop au forcing. Après, moi je trouve que quand Quatremer il va comme un gros bourrin, dès qu'il y a quelqu'un qui utilise de l'anglais ou autre chose que du français, je suis pas d'accord. Pour des raisons aussi tactiques et politiques. Je vais donner un exemple. Parlement européen. Truc que j'ai vécu et que je faisais quand j'étais au PE. Quand je bosse toujours, mais quand je faisais mes amendements, quand je draftais les amendements, donc voilà, je change un texte, etc., une directive, un règlement européen, voilà, je proposais les amendements pour mon député, je peux les écrire en français. Je peux les écrire en français, je peux les écrire dans la langue que je veux. Derrière, ça va être traduit, et comme ça, tout le monde peut comprendre, etc. Donc je pouvais faire mes amendements en français. Il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est considéré comme normal. La plupart des députés français écrivent leurs amendements en français. Moi, j'étais l'exception, une des exceptions, dans le sens où, dans l'immense majorité des cas, je faisais mes amendements directement en anglais. Et pas en français. Je faisais mes amendements en français uniquement si c'était un sujet franco-français, qui avait un intérêt politique uniquement pour les Français, ou c'était un sujet, un dossier où, concrètement, j'en avais rien à cirer, où je faisais ça à l'arrache, donc je faisais les amendements comme ça, tac tac, pour faire la statistique, et je les faisais en français pour pas m'emmerder. Ou pour en gros être présent dans la négociation, enfin être impliqué dans le truc, être sur le radar, je faisais mes amendements, et je les faisais à l'arrache, je les faisais en français. C'est les seuls moments où je faisais mes amendements en français. Tout le reste, je les faisais en anglais. Pourquoi je les faisais en anglais? Deux raisons principales. On va dire trois. Première raison, l'union fait la force. Quand tu draftes un amendement, tu peux le déposer au nom de ton député. Tu peux aussi le déposer au nom d'un groupe de députés. D'autres députés vont co-signer ton amendement. Et donc ça va dire, bah voilà, c'est pas juste un député qui dépose ça. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 10 qui soutiennent cet amendement et qui le déposent ensemble. Et c'est encore plus de poids si c'est pas que des gens de ta nationalité. Si t'as 3 Français qui déposent ensemble un amendement, ils disent bon ok c'est un amendement des Français, ils ont leur propre truc franco-français. Si t'as 10 députés français, allemands, polonais, espagnols, italiens de toute l'Europe, t'envoies le message, ah ouais, c'est un sujet qui est pas que franco-français et qui a du poids derrière. Donc tu donnes beaucoup plus d'attention politique à ça derrière. Pour pouvoir faire ça, eh ben évidemment tu dois communiquer ton amendement aux autres députés pour qu'ils lisent et qu'ils comprennent et qu'ils sachent s'ils ont envie de signer. Il faut qu'ils comprennent. Et tous les députés ne sont pas francophones. En revanche, l'immense majorité des équipes de députés sont anglophones. Donc en écrivant mes amendements en anglais, ça me permettait derrière d'aller
voir les députés, les équipes députés autour, ok, moi sur ce dossier-là, je dépose ça. Est-ce que vous co-signez? C'est un avantage pour moi, parce que du coup, moi, ça renforce le poids politique de mes propres amendements, parce que j'ai pas que des Français, etc., et j'ai plus de députés. Les autres comprennent et tout, donc voilà. Première raison, l'union fait la force. Ça me permet facilement d'avoir des alliés. Deuxième raison, question de compréhension. Hein, plus tard, quand les amendements tombent, bah voilà, faut que tu comprennes. Alors si tu commences à faire la Google traduction et tout sur les amendements, ça peut être mal traduit, les gens peuvent mal comprendre, etc. Donc ça peut mener à des quiproquos. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des amendements français qui créent un shitstorm parce que les gens ont mal compris, parce que ça a mal été traduit, etc., etc. Alors que si j'ai écrit le truc en anglais directement, bah les gens auraient compris directement ce que je voulais dire. Je me serais épargné un shitstorm. Donc deuxième question, celle de la compréhension. Et troisième raison, merde, je deviens amnésique. J'avais ma troisième raison, qui était absolument évidente, et là maintenant évidemment je ne m'en souviens plus. Alors attends, ah oui, évidemment. Une fois que tu as écrit tes amendements, une fois que tu as tous les amendements, ce qui se passe, c'est que les négociateurs vont négocier un truc qui s'appelle les amendements de compromis. Ils vont négocier des compromis. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir voter individuellement les 700 amendements sur le dossier, et avec chacun des trucs complémentaires, etc., ça serait un bordel à faire, et ben les députés, ils négocient ensemble, ils disent bah, ok, bah, très bien, on va regarder si dans les 700 amendements qui sont proposés, il n'y a pas des thèmes communs qu'on peut regrouper ensemble, et en gros, bah, on va prendre les bonnes idées de 10 amendements et on crée un nouveau qui va couvrir ces 10 amendements. Ça, c'est des amendements de compromis. C'est le b.a.-ba. Et du coup, c'est vraiment la base. Les compromis, c'est le truc le plus important. Hein. Et donc, du coup, à chaque fois que tu as un vote, tu votes des compromis. Parce que personne n'a envie de s'emmerder à voter individuellement les 700 amendements. Tu as envie de voter des blocs. Tu votes tes compromis. Donc, c'est-à-dire que ton article 1 de la directive, bah, tu vas l'écrire. Et il va couvrir tous les amendements, je sais pas, les 50 amendements qu'il y avait sur l'article 1. Et bah, ils vont écrire un compromis qui regroupe les bonnes idées qu'ils aiment bien parmi les 50 amendements qui ont été déposés. Et à la fin, tu voteras juste sur cet amendement de compromis qui fera tomber tous les autres. Et ces amendements de compromis, qui sont au centre de tout, bah ils sont négociés en anglais. Ils sont écrits et négociés en anglais. Et donc, ça veut dire que si ton amendement de base, tu l'as écrit en anglais, bah ça veut dire que déjà, t'es sûr de la manière dont il va être traduit, t'es sûr des concepts que tu veux mettre en avant, et t'es sûr que il pourra être facilement repris dans les compromis, parce que derrière, tu pourras dire, attends, mon amendement, là, il n'a pas été bien repris dans le compromis, donc tu vas me changer le compromis pour qu'il reflète correctement mon amendement. Donc, il y a une question tactique derrière à écrire en anglais. Donc, en très très long, oui, il y a une importance à parler français, etc. Et je comprends parfaitement que dans un discours public, ce soit important pour les députés de parler en français, etc. Après, il y a des raisons tactiques dans la pratique parlementaire qui font que moi je considère que écrire en anglais c'est tactiquement intéressant pour le député, politiquement, etc. etc. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis pas nécessairement je suis pas nécessairement d'accord avec un 4 mers qui croit que si tu parles pas français, t'es limite un traître à la patrie, quoi. Et que tu dois être pendu haut et court. Donc bon. On a fait beaucoup de segways là ce soir. Là. J'ai ma petite liste là de sujets. J'ai pas évoqué un seul des sujets là-dedans. C'est pas grave, hein, c'est intéressant, on se marre, hein, mais voilà. Est-ce qu'il y a une autre question random puisqu'on est dessus, hein, parce que je vais pas non plus. Je vais rester encore 10 minutes et après je vais devoir y aller. Ouais, un peu moins de 10 minutes. Et après je vais y aller. Qu'est-ce que j'ai là dans ma petite liste? J'ai 2005, référendum 2005. Est-ce que j'ai envie de me faire du mal et de parler du référendum 2005? On a l'idée de déficit démocratique. Content que les explications te plaisent. Et bienvenue d'ailleurs. Donc ouais, qu'est-ce que vous voulez que je parle de quoi? Vous voulez m'entendre blablater sur quoi? 2005, déficit démocratique, un autre sujet d'autres questions que vous voulez, je suis flex. Je suis assez flex. Dites-moi ce que vous voulez, tant que ça vous intéresse, moi c'est ce qui compte. Attends, non, je bois un coup.
Ah, je fous de l'eau partout. C'est la crise. Ah, je vous ai assommé. Hein. Je vous ai assommé à ce que je vois. Bon, dans ce cas-là, je vais décréter ce dont je vais parler. Hein. C'est l'avantage d'être l'autre de ma propre émission. On va parler des déficit démocratique, tiens. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et ça va pas me rendre plein de sel comme 2005. Déficit démocratique, donc ça c'est un truc qu'on entend souvent, l'idée que l'Union Européenne n'est pas une organisation démocratique. Qu'elle n'a pas de légitimité démocratique. Bon déjà, ça n'est pas nécessairement vrai. Hein. Il y a un déficit démocratique, c'est vrai. Hein, il y a un certain nombre de... On va dire que la légitimité démocratique de l'Union Européenne pourrait être mieux. Mais pour autant, elle en a quand même une. Hein. Si on prend, évidemment, vous prenez les évidences, hein, le Parlement européen, directement élu par le peuple, évidemment, il a une légitimité démocratique. Président ou présidente de la Commission européenne, vous aviez une légitimité démocratique particulière avec ce qu'on appelle le Spitzenkandidat, donc le système de tête de liste, c'est-à-dire où en gros, c'était le candidat, la tête de liste du parti qui gagnait les élections européennes qui devait devenir président ou présidente de la Commission européenne. Et donc indirectement, les citoyens élisaient le ou la présidente de la Commission européenne. Ça a marché une fois, en 2014, c'est comme ça que Jean-Claude Juncker est devenu président de la Commission européenne, il a été le Spitzenkandidat, la tête de liste du PPE. Le PPE a gagné les élections et il est devenu derrière président de la Commission européenne. Le Conseil, donc les États membres, détestent ce système, parce que dans les traités, c'est le Conseil qui désigne le président de la Commission européenne. Et donc ils voient le Spitzenkandidat comme une tentative, et c'est vrai, du Parlement européen de leur piquer du pouvoir. Et en gros de raccrocher la Commission européenne au Parlement européen. Plutôt que raccrocher la Commission européenne au Conseil et donc aux États membres. Donc il y a un débat sur la légitimité démocratique du président ou de la présidente de la Commission européenne, même si ultimement, quoi qu'il arrive, le président de la Commission européenne doit être validé par le Parlement européen, donc il y a quand même une forme de légitimité indirecte de la présidence de la Commission européenne et de la Commission européenne en général. Et enfin, voilà, vous avez le Conseil, même s'ils sont pas élus directement par tous les Européens, c'est les gouvernements. Donc, chaque gouvernement européen a sa propre légitimité nationale, ils sont chacun issus de leurs élections nationales, donc ils ont leur propre légitimité de manière indirecte. Mais après, il y a effectivement cette question de légitimité démocratique qui doit être retravaillée. C'est un des serpents de mer, hein, que ce soit sur le mode de désignation de la présidence de la Commission européenne. Le Spitzenkandidat, comme j'ai dit, ça a marché une seule fois. C'est pas certain que ça remarche. En 2019, ça n'a pas marché. Le Parlement a tenté, le Conseil a dit c'est mort. Le Conseil et Macron particulièrement, a dit c'est mort, je veux pas de votre Spitzenkandidat. Et en 2024, on va voir, mais c'est quand même mal engagé. C'est quand même mal engagé pour que le Spitzenkandidat, donc ces têtes de liste, reviennent. Ça va être un autre système. Toujours le Conseil qui va déterminer qui est président. Bon, ça dépend de qui est candidat, qui est pas candidat. Si Von der Leyen, donc la présidente actuelle de la Commission européenne, veut revenir ou pas. Mais voilà, de ce côté-là, c'est un peu tendax. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la notion de déficit démocratique? Bon, voilà, il y a la question du pouvoir du Parlement européen, qui, même s'il est l'institution directement élue par le peuple, en fait, c'est un peu bizarre le Parlement européen, parce que le Parlement européen, faut se dire qu'il a à la fois plus de pouvoir et moins de pouvoir que l'Assemblée nationale, par exemple. Suivant comment on prend le truc, il a plus de pouvoir ou moins de pouvoir. En termes de compétences, de compétences législatives, on pourrait dire qu'il a plus de pouvoir que l'Assemblée nationale, parce que par exemple, l'Assemblée nationale, elle vote pas sur les traités elle a pas son mot à dire sur les traités, les traités commerciaux, les accords commerciaux de l'Union européenne. L'Assemblée nationale ne vote pas tout ce qui va composer les normes européennes en termes de marché, en matière environnementale, etc., qui vont... Les directives, les règlements, c'est pas l'Assemblée nationale qui les vote, etc., et pourtant c'est des textes qui vont s'appliquer, y compris en France, donc
d'un certain point de vue, le Parlement européen a quand même des pouvoirs intéressants par rapport à l'Assemblée nationale, et surtout les députés européens ont plus de pouvoirs individuellement par rapport aux députés nationaux. Pareillement, si on prend la Commission européenne, donc, comme j'ai dit, elle est validée par le Parlement européen. Et un truc que vous ne voyez pas en France, c'est un truc qu'on appelle des auditions. C'est-à-dire que quand vous avez, là en 2024, il va y avoir les élections européennes, la Commission européenne va être désignée, et en fait, les gens qui vont être candidats pour devenir commissaires, donc en gros, les genres des ministres, en gros les ministres de l'Europe, et imaginez un truc où en gros, le candidat, pour être commissaire, il vient au Parlement européen, et pendant 3 heures, 4 heures, il va se faire passer sur le grill par les députés européens qui vont l'interroger sur tous les sujets pour s'assurer que le mec qui veut devenir commissaire, commissaire sur le marché intérieur, il connaît bien effectivement les questions économiques, il sait ce que c'est que le marché unique, il sait comment ça fonctionne, ok, c'est quoi son approche sur les big tech, comment il veut gérer la question de l'intelligence artificielle, et donc pendant 3-4 heures, il doit répondre aux questions des députés, et à la fin, les députés ils peuvent dire, ouais, ok, toi je t'aime, non en fait toi t'es un peu naze, donc on va te virer en fait. Et donc à chaque fois, t'as un ou deux commissaires, candidats commissaires, qui se font, qui sont tèges, ou ils doivent, il y a un remplaçant qui doit être nommé parce que le Parlement européen dit non, lui il est pas assez bon, il ou elle est pas assez bon, on n'en veut pas, donnez-nous quelqu'un d'autre. À quel moment en France un ministre a été, avant sa validation, comme son entrée au gouvernement, et passé sur le grill, sur le fond, par une commission de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale dit à la fin, non, lui on l'aime pas trop, mettez quelqu'un d'autre. Pas franchement couleur locale, l'Assemblée nationale. Et de l'autre, l'Assemblée nationale a aussi plus de pouvoir. Sur certains, les députés nationaux ont aussi plus de pouvoir. On l'a mentionné, le Parlement européen, il n'a pas ce qu'on appelle l'initiative législative. Il ne peut pas proposer une loi. Un député à l'Assemblée nationale, un groupe politique à l'Assemblée nationale, ils peuvent proposer une loi. Ils disent, j'ai écrit ma loi et on va la voter. Alors, je vous rassure, ça arrive jamais, ou très rarement. En général, si ça vient de l'opposition, c'est tège, et si c'est jamais, ça vient de la majorité, soit c'est réécrit par le gouvernement, etc. Donc, il y a assez peu de l'initiative législative de l'Assemblée nationale, c'est pas si souvent que ça, et c'est pas si souvent que ça marche, mais en tout cas, ils ont le droit de le faire. L'Européen n'a pas le droit. Il n'y a que la Commission européenne qui peut proposer une loi, qui peut poser une directive, qui peut proposer un règlement européen. Donc de ce point de vue-là, oui, ils ont un peu moins de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir constitutionnel. Ils ne peuvent pas réécrire les traités. Comme contrairement à l'Assemblée nationale qui a, elle, son mot à dire sur les changements dans la Constitution. Si tu veux changer la Constitution, tu dois notamment passer par le Congrès. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat réunis ensemble pour adopter les changements de la Constitution. Le Parlement européen n'a pas ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'autre? Sur le budget, l'adoption du budget, ils ont des pouvoirs limités. C'est-à-dire ils peuvent décider des dépenses, c'est-à-dire comment l'argent européen doit être dépensé, mais ils peuvent pas créer de recettes. Ils peuvent pas dire, je vais créer un impôt, ou je vais créer une contribution qui va aller dans le budget européen. Ça, le Parlement européen n'a pas le droit. Il n'y a que le Conseil qui a le droit de décider de ce genre de choses. Donc ils ont un pouvoir limité. Donc de ce point de vue-là, en fait, le Parlement européen est un parlement incomplet, on va dire. C'est un parlement qui est potentiellement puissant, et qui est puissant sur un certain nombre de sujets, qui a une grosse influence sur un certain nombre de sujets, mais il lui manque, à cause de la nature de l'Union européenne, un certain nombre de compétences qui font d'un parlement un parlement. Et comme j'ai dit, ça c'est pas la faute du Parlement européen, c'est à cause de la nature même de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est pas un État. Souvent les gens jugent l'Union européenne comme ils jugent un État. Parce qu'ils, leur standard, c'est vrai, ils connaissent leur pays, ils savent que l'Union européenne, elle a des pouvoirs, etc. Donc ils s'attendent, ils font un peu le parallélisme, ils disent, l'Union européenne, elle peut énoncer des lois, donc elle doit, du coup, je peux exiger de l'Union européenne des choses que je pourrais exiger de mon propre État. Alors qu'en fait, non, parce que l'Union européenne n'est pas un État, c'est formellement une organisation internationale, un type d'organisation internationale très particulier, mais
en termes de famille juridique, on va dire, c'est dans la même famille que l'ONU, en gros. Et personne va aller se plaindre que l'ONU, que le secrétaire général de l'ONU n'est pas élu au suffrage universel. Mais dans la perception, parce que la perception de l'ONU n'est pas la même que la perception de l'Union européenne. La perception de l'Union européenne, même si formellement les deux sont des organisations internationales, bah, l'Union européenne, on la rapproche plus d'un État que d'un truc comme l'ONU. Mais je me souviens, un de mes profs de droit décrivait l'Union européenne comme un ovni. C'est un ovni du droit international. C'est-à-dire c'est un truc, c'est une relation internationale, mais pas complètement, et c'est pas un État, mais ça a quand même quelques caractéristiques de l'État. Donc c'est ce qui rend l'Union européenne un truc si unique et si particulier, et tellement bien, d'ailleurs. Qui d'ailleurs sert de modèle, hein, si vous regardez des organisations comme l'ASEAN en Amérique. En Asie du Sud-Est, vous prenez le Mercosur en Amérique du Sud, vous prenez même l'Union africaine en Afrique. C'est des organisations régionales, mais qui aimeraient à un moment donné devenir des sortes d'Union européenne de leur région du monde, parce que l'Union européenne est devenue une sorte de modèle dans ce domaine-là. Bref, j'ai blablaté beaucoup. J'espère que c'était intéressant malgré tout. Si vous n'avez pas d'autres questions ou de trucs brûlants, on va faire une petite conclusion. Et après, je vais vous abandonner. Je vais les manger. Je vais bosser, faire des trucs. Donc, merci d'être viandé. J'espère que ça vous a plu. Programme pour cette semaine. On est quoi? On est mercredi. Demain, jeudi, à 20h, il y aura revue de presse en anglais. Dimanche, revue de presse en français à 18h, je crois. Attendez, je vais me mettre sur mon Twitter, comme ça je vous dis, je dis pas de conneries. Ouais, dimanche 18h, revue de presse européenne ici sur la chaîne. La semaine prochaine, semaine de l'Europe, avec la journée de l'Europe, etc. Une autre interview, mais ça sera en anglais. Il y aura d'autres revues de presse. Enfin bref, je vous donnerai toute l'actualité en temps voulu. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, évidemment, follow la chaîne. Si vous avez un sub qui traîne, vous pouvez même lâcher le Prime, c'est fort apprécié. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Discord, YouTube, toutes les bonnes choses. Vous avez juste à cliquer et à liker. C'est là où vous aurez toutes les informations sur le programme. Hein. Toutes les semaines, je mets mon programme, on discute sur Discord, sur Twitter, je mets des mèmes et tout. On se marre, c'est trop bien. Donc, viendez. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et écoutez, je vous retrouve soit demain soir si vous voulez faire les news en anglais, ou sinon on fait ça dimanche à 18h. À fort bientôt tout le monde.